L'amour. Ah, l'amour. Cette sensation inexplicable, cette énergie divine nous poussant à gravir des sommets, à repousser nos limites, à braver les dangers. Un mets délicieux comparable à du nectar lorsqu'il est goûté avec sagesse. Un pain noir et amer lorsqu'il est avalé tel une couleuvre. Faut-il être intrépide et téméraire pour lui ouvrir les bras et faire le grand saut ? Qu'en est-il de ses effets secondaires ? Est-il réellement responsable de ceux-ci ? Certains tueraient ou se laisseraient mourir en son nom, tandis que d'autres le percevraient d'un mauvais œil, apeurés à l'idée de perdre la vue en pensant qu'il rend systématiquement aveugle, naïf, niais, ou tout bonnement faible et fragile. L'amour, dans son prisme le plus large, se voit constamment attribuer des principes immuables, des cadres matriciels en guise de bonne convenance. Il nous faudrait plus d'une saison entière pour aborder cette thématique intrinsèquement liée à la vie. Nous avions, par ailleurs, pour objectif de développer un fil rouge en ce sens. Lulumineuse et Charlotte Aftasi ont pour ainsi dire ouvert le bal avec nous, et c'est aujourd'hui avec un grand homme que nous poursuivons la danse en nous focalisant une fois de plus sur cette rose si lumineuse qu'elle en devient éblouissante et piquante lorsqu'on se frotte maladroitement sur ses épines. L'amour amoureux avec un grand A entre deux êtres humains en 2025 et tout ce que cela implique de nos jours, tel est l'axe que nous allons aborder aujourd'hui. Guilhem Caïsac, bonjour, une infinie gratitude pour ta présence à nouveau parmi nous. Merci. Bienvenue, merci de m'avoir invité pour parler de ça. De l'amour, elle nous en offre à profusion et en cargaison express à base de chamallows, de bisounours et parfois même de licornes. Je ne manquerai pas, bien sûr, à mon rôle de contrepoids et nous n'hésiterons pas à nous chamailler s'il le faut sur des questions sensibles sur le sujet car nous sommes bien entendu en désaccord sur certaines d'entre elles. Et c'est tant mieux. Tamara Buhmann, bonjour. Salut Rudy, salut Guilhem. Je suis super bien entourée à nouveau aujourd'hui. Merci à tous les deux. Et bien contente d'avoir mon positionnement aussi, avec un regard peut-être féminin, j'en sais rien. On verra ce que nous réserve cette émission. Alors, Tamara, on va développer un petit peu parce qu'on a été... soumis à la vindicte populaire suite à ce fameux mot marketplace. On fait une petite parenthèse en amont. Mea culpa. Alors avant toute chose, vraiment mea culpa parce que Rudy en coulisses, on préparait toute la marketplace, toute la place de marché, voilà. Et je vois dans un document qui m'envoie écrit place de marché. J'ai éclaté de rire, mais vraiment éclaté de rire. Je connaissais pas moi place de marché. Donc vraiment mea culpa, c'est moi qui lui ai tiré au flanc en disant non, dis pas place de marché, ça va marketplace. Et bien, bon, s'il y a besoin de se justifier. Mon papa est anglais, je suis d'origine anglaise. On fait attention à la langue française. On a fait une émission juste la semaine dernière, il y a 2 semaines, en ce sens. Donc oui, on fait attention à ne pas utiliser trop d'anglicisme. Bon, ok, on va appeler ça une place de marché, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est mea culpa, vraiment pardon. Bon, j'étais aussi un petit peu responsable en l'occurrence, même si j'avais déjà pensé à ça. Et alors, calmez-vous quand même au niveau des réflexions, parce que bon, sur l'émission qu'on a faite avec Mathieu Lavaux et Michel Desailles, il y a eu d'autres commentaires désobligeants, comme quoi nous étions chauvinistes. Pourtant, on l'a dit dans l'émission, que c'était pas l'axe... Oui, bon, peu importe, il y aura toujours des critiques, mais effectivement, celle-ci, on l'a entendue et on va rectifier le tir entre guillemets parce que les anglicismes à tout va, c'est vrai que ça va à un moment. Mais bon, le plus important, c'est de continuer à vous inscrire sur la place de marché. On a pris toutes vos préinscriptions en compte. On en a refoulé que peut-être 2% d'entre elles. Les 3 quarts sont recevables. On continue sur cette voie. Au-delà.net. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a fermé la petite parenthèse. C'était le petit encart publicitaire de départ. Attends, non, Rudy, il y a un sujet qu'il faut qu'on aborde parce que ça vient juste d'arriver aussi. La fan zone et les tarifs des fan zones. Peut-être vous expliquer un tout petit peu. On va prendre juste une petite minute là-dessus. Simplement vous expliquer que l'idée de base, c'était d'offrir une autre proposition, une autre solution que la mendicité avec un Tipeee ou quoi que ce soit, et que vous ayez quelque chose en retour. Maintenant, nous, on s'est rendu compte, grands novices que nous sommes, que pour un t-shirt, on gagnait, je crois, 2 euros, on avait regardé, 2 euros 2 à 3 chacun, euros net. 2 à 3 euros. C'est l'inflation, ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très très cher. Bon, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Voilà, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. L'intention, elle était là, en tout cas. Bon, n'achetez pas de t-shirt, voilà. Mais non, arrête de leur dire ça. Ils sont beaux mes t-shirts. Ils sont beaux mes t-shirts. Il est frais mon poisson. Ils sont magnifiques, arrête. mais on compte pas là-dessus. Voilà, c'est vraiment histoire de nous soutenir. Si vous souhaitez nous soutenir, on a des dons parfois. Voilà, ça nous permettra éventuellement, ça vous permettra d'avoir une contrepartie en retour.
Voilà. Oui, j'ai pas dit mon dernier mot sur cette fanbase. Hein. J'étudie encore d'autres possibilités de vous faire comme ça un cercle vertueux, quoi. Que vous receviez aussi quelque chose en retour de votre soutien. Donc des tasses, des carnets, des bougies. Enfin, je me suis amusée un peu partout. Et je vais creuser encore un peu plus. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, la suite au prochain épisode. On revient sur le sujet de l'émission. Cette fois-ci, moi, je vais vous demander vraiment de vous investir dans cette émission. C'est-à-dire de venir poster vos commentaires en tant qu'homme investi, en tant que femme investie dans la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que cette thématique, elle est importante, et comme je le disais en introduction, c'était censé être le fil rouge de la saison 3, ça n'a pas été le cas. On a déjà fait 2 émissions importante et bien entendu je vais vous demander de mettre à part cette réflexion on est dans une réflexion 3D, prendre de la hauteur, ça n'est pas être hautain pour autant, d'accord? Donc les questions qu'on va mettre, que tout au moins moi je vais poser à Guilhem, les réflexions qu'on va peut-être mettre en comparaison entre moi et Tamara sont importantes, d'accord? Donc on se calme. Pareil, je sais qu'on a une audience à peu près à 70-80% féminine. Ça s'est un petit peu rééquilibré au fur et à mesure du temps. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui nous suivent aussi. Et le plus important, vous pouvez également aussi répondre par mail. Moi, je prendrai le temps de vous répondre. Mesdames, messieurs, il n'y a aucun souci. Il faut que le débat soit ouvert et qu'on puisse bien sûr par la suite trouver des terrains d'entente et avancer sur ce schmilblick que sont les relations humaines entre l'homme et la femme dans les relations amoureuses avec un grand A en 2025. On va commencer, on a pu compter 350 000 personnes sans domicile fixe, dont une majorité d'hommes. Qu'est-ce que cette statistique révèle selon toi, sachant que 87% des personnes sans domicile fixe décédées en 2018 étaient des hommes et que dans ces 87%, 75% d'entre eux déclaraient être tombés à la rue, tout simplement, suite à une séparation avec leur compagne. Écoute, ça m'évoque l'état de notre société actuellement. C'est que je trouve que les humains sont déstructurés, les liens entre nous sont déstructurés. Et je comprends que on a été en partie en réaction avec des liens toxiques, avec des abus, avec des jeux de pouvoir, avec des manipulations, avec beaucoup d'abus. Et donc, je comprends que comme par réaction un peu, chacun rentre dans sa coquille et on est dans une période de très grand individualisme et de très grande autonomie. La révolution technologique nous a rendus énormément autonomes. Aujourd'hui, énormément de femmes vivent seules, alors que dans un environnement naturel, elles ont nécessairement besoin physiquement de la force masculine. Et donc, tu vois, il y a tout ce jeu-là, et je pense que effectivement, ça fait 2, 3, 4 générations que tout ça est en place et on voit aujourd'hui, je pense, la déstructuration de nos relations. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous sommes des êtres foncièrement communautaires même. C'est même au-delà du couple. Et que tout cela, aujourd'hui, dans la vie quotidienne, vraiment, sur le plancher des vaches au quotidien, nous ne vivons pas du tout comme nous sommes programmés pour vivre. Et donc, ça ne m'étonne pas que une grande majorité, parce que les hommes ont une très grande violence en eux. Je pense que les hommes ont beaucoup moins peur de la mort que les femmes. Biologiquement, ils sont programmés pour s'approcher du danger, pour affronter le danger. Et je pense que tu sais, on le sait dans les suicides des hommes sont immensément plus violents que ceux des femmes. Les hommes s'explosent la tête, se découpent. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Voilà, donc il y a une violence inhérente au principe masculin incarné qui est là. Et je pense que de se mettre à la rue et d'aller dans l'autodestruction totale, c'est une réaction très masculine. Et oui, je veux bien croire que une rupture amoureuse pour un homme, si tu veux, c'est une terre qui s'effondre, c'est une sécurité qui s'en va, c'est la figure de la maman, tu vois, c'est tout ça. Et que lorsque cette figure s'en va, eh bien l'homme se sent complètement dévalorisé. Et il n'a même plus de raison d'être, parce qu'il y a des hommes pour qui la raison d'être, c'est de prendre soin d'une femme. Quand une femme perd son homme, elle perd un roi. Et quand un homme perd sa femme, il perd son royaume. C'est bien dit. Alors bon, au niveau des femmes, quant à elles, la société valorise souvent une image de la femme forte et indépendante de nos jours. Comment cela affecte-t-il la capacité des femmes justement à exprimer leur vulnérabilité dans la société actuelle? Je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on est collectivement dans une réaction. Tu vois, tu viens de dire, voilà, l'homme est le roi dans son royaume et la femme est le royaume pour lui, dans sa perception, si tu veux. Mais je pense que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que la femme est une reine et à mon avis, pour beaucoup de femmes, et naturellement, son mari, c'est son royaume, si tu veux. C'est son espace de souveraineté, de décision. Et je pense qu'il faut se le donner lorsqu'on est en relation.
Et il faut vraiment voir que collectivement, on est dans une réaction face à des siècles de mauvaises conceptions, de mauvaises expérimentations du principe masculin. Et qu'il faut vraiment ne jamais perdre de vue qu'on est collectivement en mouvement. Et que donc, il y a une partie de ce que nous vivons chacun de nous individuellement, dans nos couples, dans nos relations. Il y a une partie qui est, alors c'est pas un phénomène de mode, parce que c'est pas superficiel, c'est quelque chose de profond, de très important, d'intense, mais c'est quelque chose de l'époque. C'est l'époque qui veut ça. Comme il y a 200 ans, eh bien, les hommes et les femmes vivaient des réalités qui étaient énormément influencées par la société. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas, mais dans un aspect vraiment de réaction et de recherche d'autonomie. Du coup, si tu veux, la question de est-ce que les femmes peuvent expérimenter certains aspects de leur féminité, je pense que plus que jamais, parce qu'on a une liberté d'expérience de vie qu'on n'a jamais eue depuis très longtemps, mais on est quand même dans des conditionnements sociaux, culturels, à travers tout le marketing, on est énormément conditionné quand même. Et on peut même être conditionné pour vivre seul, n'avoir besoin de personne, être fort, être libre et tout ça. Enfin, par exemple, un être humain aujourd'hui en Occident, il est libre, mais parce qu'il a un salaire ou parce qu'il touche des subventions du gouvernement, parce qu'il y a Carrefour qui lui remplit son frigo, parce que tu vois. Donc on est libre, ben non, on n'est pas du tout libre. On paye un prix énorme, voilà, c'est ça. On est libre dans la basse-cour, si tu veux. L'image de la femme traditionnelle est raillée et on a la working girl qui est promotionnée. Tu parlais d'effet de mode, c'est un petit peu le cas. On va laisser Tamara interagir. Elle fait déjà la grimace. Oui, un petit peu. Parce que je sais pas trop ce qu'on y met là-dedans. Il y a quand même beaucoup de femmes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Donc c'est pas forcément en réaction à, c'est aussi justement ce phénomène de société où il y a pas si longtemps que ça une femme qui a un enfant qui n'est pas mariée, elle est fille mère. Ça date pas d'il y a très très longtemps, pardon. Ça date pas d'il y a très très longtemps. Donc oui, ça avance, ça évolue aussi en fonction du collectif, ce que tu disais Guillaume. Maintenant, voilà, je pense que c'est important dans l'émission qu'on regarde justement des 360, de dire mais quels sont les besoins actuels des hommes, quels sont les besoins actuels des femmes, où est-ce qu'il y a des travers. Là, tu regardais justement sur le point de vue collectif, on a tous les trois, on est des quadras, je crois qu'on peut le dire ouvertement. Bon, si on regarde sur 20-30 ans en arrière, on voit qu'il y a déjà énormément de changements. La question, c'est est-ce qu'on va dans la bonne direction? Pas sûr. C'est quoi ton point de regard là-dessus? Tu sais, se demander si tu vas dans la bonne direction alors que tu es dans un paquebot ou un pétrolier ou un bateau cargo chargé de millions tu vois. Donc, est-ce que tu vas dans la bonne direction? Est-ce que toi, tu vas dans une direction ou est-ce qu'en fait, tu es dans une direction et tu es mis déjà dans une direction? Tous les conditionnements qu'on a eus, enfants, gamins, ados, jeunes adultes, on a énormément en permanence. On est conditionné par des messages. La façon dont la société est organisée, les engagements qu'on a pris. En plus, quand on est... Alors moi, je suis pas quadra, je suis quinca. Tu vois, tu as pris des engagements, tu as des décisions, tu as des plans de vie, tu as des crédits, tu as des mariages, tu as des divorces, tu as des gamins, tu vois, tu as tout un cadre de vie qui fait qu'en fait, ta direction de vie, tu peux pas en changer du jour au lendemain. Donc, tu es pris dans une direction. Donc, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Moi, je pense qu'on a, à notre époque, l'opportunité incroyable, vraiment, d'aller dans des directions beaucoup plus individuelles, personnelles, personnalisées. Et je trouve que c'est une époque formidable pour ça. Tu vois, je repense à ma grand-mère. Une de mes grand-mères, elle était née en 1902. Elle s'est mariée en 1926. C'est un mariage arrangé par ses pères, par les deux arrière-grands-pères. Tu vois, c'est incomparable. Elle a passé toute sa vie sans eau, sans salle de bain. Bon, voilà, tu vois comment vivaient les gens à l'époque. Donc, je peux pas comparer. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment des opportunités de choisir sa vie et tout, vraiment génial. Après, la question, en fait, elle est renvoyée à l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu vas être capable d'imaginer une autre vie, de concevoir quelque chose, de te percevoir toi-même suffisamment, d'être à l'écoute de toi pour prendre des vraies décisions? Tu sais, on le sait parce que on a tous été ados. On était à l'école primaire, on était au collège, on a vécu les modes. Tu sais, à un moment, c'est la mode de telle chose, après, c'est la mode d'autre chose, c'est la mode de telle coiffure, la mode de tel vêtement, de telle marque. Tu sais, on vit comme ça, il y a des espèces de passages comme ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Et dans la vie, on fait des choses comme ça, et parfois, on peut s'apercevoir qu'on a pris une option de vie à un moment pendant 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, parce que c'était une mode, et à un moment, on change. Alors oui, c'est des expériences de vie, mais parfois, on peut vraiment s'éloigner de soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une super opportunité, notre époque, vraiment. Maintenant, est-ce que collectivement, on va dans la bonne direction? Je pense pas, parce que le monde est géré par des superpuissances mondiales, occidentales, qui prennent des décisions dans des intérêts économiques et tout ça. Maintenant, nous, à l'intérieur de ça, je pense que vraiment, on peut tirer notre épingle du jeu
et aller dans la bonne direction. Par contre, je rajouterais que si ça commence en chacun de nous de façon individuelle, cette direction, après, elle se bâtit à deux. Parce que je pense que vraiment, la cellule fondamentale de la communauté humaine, c'est le couple. Mais bien sûr, le couple commence dans l'individu, mais dès que tu dépasses ton individualité, ça se joue dans un couple. Et donc, prendre la bonne direction, je pense que ça se fait à deux. Justement, pour prendre cette bonne direction, est-ce qu'on ne devrait pas éviter certains pièges qui sont distillés notamment, alors j'allais parler des romances et des films romantiques qui affichent une vision idéalisée de l'amour. Certains parlent de psyrose, de psychologie à l'eau de rose, et je vais diffuser un extrait juste après d'un des protagonistes qui émet cette grille de lecture. Mais dans le milieu spirituel aussi, on se fourvoie. On parle bien entendu tout le temps de cette fusion entre la polarité masculine et féminine. J'ai depuis quelques années eu quelques ex qui m'ont toujours rétorqué cet argument-là, et je vous remercie, il n'y a pas de souci. Effectivement, pourquoi pas. Néanmoins, nous sommes à dominance masculine ou féminine. Les plus grands misogynes aux yeux de certains en parlent. Il y a même un site qui va nous aider, alors je vous donne le nom du site, c'est lui-elle, à déterminer quel pourcentage de part féminine on en a en nous, quel pourcentage de part masculine on en a en nous, et à essayer de voir un peu comment on peut composer avec le quotidien de ce côté-là. Donc cet argument est recevable. Néanmoins, dans les relations, on constate qu'il y a énormément de difficultés, j'allais dire de la part des hommes, mais aussi de la part des femmes. Il y a une scission, une division qu'on avait traitée avec le Lumineuse, et certaines choses qui nous poussent quand même à casser la doxa. Alors, je sais que t'es pas dans la langue de bois, tu vas répondre très sincèrement. On va se passer un petit extrait tout de suite et on reprend juste après. Comme toujours avec les femmes, quand on leur donne exactement ce qu'elles prétendent réclamer, c'est-à-dire de l'absence de questions, de la spontanéité, de la transparence et de la sincérité, eh bien en fait elles punissent. C'est la différence entre la connaissance de la féminité et la religion féminolâtre. Tu vois, la religion féminolâtre, c'est prenez ce que vous disent les femmes pour argent comptant. Et pourquoi est-ce que j'ai autant de problèmes, comme d'autres avant moi? Parce que moi je dis, ne prenez pas ce que les femmes vous disent pour argent comptant, vous allez finir très malheureux, voire fou. Et vous allez devenir misogyne, comme l'immense majorité des hommes qui ont eu accès aux femmes. Dieu sait qu'on aime les coups de cœur, et le problème c'est que tu as opté pour une forme de sincérité poétique, et tu as cru en être payé de retour. Et en retour, tu es payé de coups de fouet et de coups de bâton, comme dans les fourberies de Scapin, la scène du sac. C'est vraiment le drame qui séparera toujours les hommes et les femmes, c'est l'absence de prime, voire la punition qu'elle décerne à quiconque leur fait l'offrande de son intérêt, quoi. Le dilemme jeu versus sincérité, c'est l'alma mater du couple. Et hélas, je dis bien hélas car je le déplore, la sincérité perd toujours. Les rares fois où j'ai tombé le masque et où j'ai été sincère en disant c'est bon, je sens que c'est toi, j'ai pas envie de jouer, j'ai toujours été châtié ou on m'a menti. Et donc après, on relève le masque et on ne croit plus à rien. C'est triste en fait. Après, quand vous reprochez à quelqu'un d'avoir l'air blasé ou nihiliste ou amer ou d'être rempli de ressentiment, demandez-vous la cause. Et la cause, en fait, c'est que F t'oblige à être triste pour être, entre guillemets, pour t'offrir des problèmes de riche. C'est-à-dire que soit tu te laisses aller et soit tu communies avec tes sentiments et tu vis d'instinct et c'est agréable à court terme, mais à long terme, tu es toujours cocu, lâché et puni, quoi qu'elles en disent, parce que c'est ça leur injonction contradictoire, c'est de prétendre exactement le contraire. Et on se dit que les plus intelligentes savent qu'elles mentent, mais on pense que je suis convaincu que 95% propagent cette malfaisance à leur corps défendant et ne comprennent même pas ce qu'elles disent. Mais si on n'est pas un ingénieur robot, on éprouve le besoin d'éprouver un sentiment et pas un ressentiment, quelque chose qui nous fasse sentir vivant, une pulsion vitale. Et là, on sort si tu veux, on conduit sans la ceinture de sécurité. On conduit sans la ceinture de sécurité et comme ça, on se sent plus libre de ses faits et gestes. Et là, c'est l'accident et la tête dans le pare-brise, systématiquement. Et je n'ai pas de contre-exemple. Raison pour laquelle l'immense majorité des hommes finissent avec une femme qu'ils n'aimaient pas, en fait. Du moment où tu t'éprends
et où ton attention est portée par un souffle un tout petit peu trop fort, elles se mettent en tilt complet. Voilà, levée de bouclier, Tamara, je sais. Oh là là, j'ai les oreilles qui saignent. Oui, alors on pourra dire ce qu'on veut par rapport à ça, c'est quand même ce que ressentent énormément d'hommes dans la société contemporaine aujourd'hui. C'est ce qui est lié à la misère affective et sexuelle de certains aussi également, qui n'ont pas la chance de connaître des relations durables, qui sont confrontés à ce qu'on appelle l'hypergamie aussi. On va revenir plus tard avec toi sur ce sujet-là aussi, Guilhem. J'aimerais avoir ta réaction dans un premier temps et puis on aura l'indignation de Tamara par la suite. Alors écoute, ma réaction émotionnelle, ça serait d'être choqué. Je trouve que c'est les propos d'un adolescent qui est pas fini, qui est pas moulé, si tu veux. C'est pas un homme qui parle. Maintenant, comme tu dis, beaucoup d'hommes se sentent comme ça et je pense que c'est sociétal. C'est-à-dire que je pense que la matrice artificielle, tout ce monde artificiel ne veut pas d'hommes. Ils ont tous été envoyés au casse-pipe en 14-18, par exemple, en France. Toute la génération, par millions, a été liquidée parce qu'on voulait liquider tous les hommes qui avaient un idéal, qui étaient prêts à se battre pour leur pays, protéger leur famille et tout ça. Parce que dans le fond, si tu veux, le principe masculin, il est possédé maintenant par tous les gouvernements, à toutes les échelles, si tu veux. Maintenant, les injonctions, quand tu vas en ville, moi, je ne suis pas du tout un homme en ville, par exemple, parce que je ne peux pas défendre quelqu'un, je ne peux pas intervenir, je dois appeler la police, je dois appeler la gendarmerie, je dois filmer, je dois porter plainte, je dois, tu vois, je ne peux pas exprimer ma masculinité spontanément, c'est pas vrai. Donc, en fait, les hommes ont été castrés par les gouvernements. Et donc, un des grands problèmes pour moi des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas affaire à des hommes, parce qu'une grande partie de leur masculinité naturelle, réelle, elle est possédée par un gouvernement. Donc, en fait, on est éduqué, après, on est des années à l'école, on est complètement déresponsabilisé, on n'a jamais eu besoin de chasser ou de fournir de la nourriture à notre famille, on n'a jamais sauvé personne, on n'a jamais été en danger de mort, on n'a pas connu tout ce qui, normalement, forge une identité masculine vitale. Et donc, notre masculinité ne vient pas de la nature ni de la réalité, elle vient de conventions sociales qui effectivement ont évolué. Un homme aujourd'hui, on lui demande pas les mêmes choses qu'il y a 50 ans ou 150 ans. Donc, j'entends parler cet homme et je me dis, effectivement, c'est un homme d'aujourd'hui, c'est, je sais pas, un homme soja, je sais pas comment on appelle ça, mais pour moi, il se plaint de situations qui sont typiques d'un adolescent assez grand quand même, mais il n'a pas du tout une maturité d'homme. Et donc, si tu veux, ça biaise tout le reste. Parce qu'en fait, est-ce que les relations dont il parle, qui l'ont tellement blessé, c'était avec des femmes plus matures que lui, qui exigeaient de lui une maturité qu'il n'a pas et des ressources intérieures qu'il n'a pas, des référents qu'il n'a pas. Lui, c'est un sociologue en l'occurrence. Il a fait un film. Oui, attends, excuse-moi, je te coupe la parole, mais on voit qu'il parle de lui-même et de toutes ses expériences. Alors, non, c'est un coach en relation homme-femme depuis plus de 15 ans en fait. Ça veut pas dire qu'il a fait le job. Je vais mettre la vidéo dans la description. Non, mais attendez un petit instant s'il vous plaît. Il a accompagné plus de 1000 personnes. Donc, en fait, c'est une sorte de synthèse qu'il a effectuée. Remettons l'église au milieu du village. Il expose certaines réalités concrètes auxquelles on peut être confronté dans la vie réelle en tant qu'homme. Et je pense qu'il y a des biais aussi de notre côté. On est largement focalisé sur le physique, nous, par exemple. Ouais, mais tu vois, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends très bien ce dont il parle, oui. Parce que c'est vrai que depuis quelques décennies, peut-être, comme tu dis, c'est plus féministe, là, c'est féminâtre, c'est-à-dire qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut jamais critiquer les comportements, et certaines femmes peuvent se sentir tout pouvoir, toute latitude, mais je pense que tout ça vient encore d'une réaction, parce que quand tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui incarne un principe masculin, eh bien, à la fin, tu sais, on peut pas demander aux êtres d'être tous conscients. On n'est pas nous-mêmes tout le temps conscients de tout ce qu'on fait. Ah, bien Donc, sûr. les femmes dont il parle, voilà, elles sont pas forcément conscientes, mais je pense qu'elles réagissent. Ils le précisent, hein. Elles agissent à leur corps défendant. Mais de toute manière, il y a cette histoire aussi on a délaissé notre part masculine, comme tu le disais, et on en parlait avec Tamara en off pendant une discussion privée. Quand on s'efface en tant qu'homme, la femme va tenter de prendre cette partie-là et de l'assumer elle-même. C'est un petit peu le travers de notre société. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de jugement à porter. Bon, c'est vrai que ces propos sont assez virulents, mais bon, j'ai pris volontairement
Un extrait qui me vaudra des critiques. Yes, we can. Ouais, merci. Bon, déjà, c'est pas du tout l'exclusivité genrée là, l'extrait que tu nous as donné. C'est-à-dire que je peux te sortir, mais alors pareil, des études sociologiques et des coachs relationnels qui écument énormément de femmes qui vont dire, mais moi, dès que je tombe amoureuse et que j'ouvre mon cœur, en fait, boum, c'est comme ça que je le perds. Pour garder un homme, il faut pas que je lui dévoile la totalité de mes sentiments. Donc, juste pour dire que là, c'est pas une histoire de genre. On a exactement la même chose de l'autre côté. Et puis rebondir aussi, monsieur qui cherche de l'authenticité, peut-être qu'il se remet en question déjà à pourquoi faire un enfant avec une femme qu'il aime pas. S'il cherche une forme d'intégrité dans le couple, elle est où sa profondeur d'intégrité et de transparence? C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des émotions. Il n'a pas d'enfant, Tamara. Il parle des couples qu'il a pu accompagner. Et est-ce que des hommes qui vont prendre une bière en disant que bon, si je la perds, c'est pas grave, mais elle tombe enceinte le lendemain. Guilhem, est-ce que c'est faux? Il dit que 90% des couples aujourd'hui, et me sortez pas l'argument, oui, mais ils sont 3D ou c'est des moldus. On n'est pas dans Harry Potter, on parle des gens qui sont autour de nous, avec qui on vit, on n'est pas au-dessus d'eux, on prend de la hauteur, nous ne sommes pas hautains. Est-ce qu'il est vrai, Guilhem, que 90% des couples actuellement se sont mis en couple par intérêt? Est-ce qu'ils s'aiment? Tu parlais toi-même des 3% et des 97% en parlant des relations d'âme et des âmes sœurs. J'ai pas l'impression d'avoir la même expérience de vie parce que je comprends pas vraiment. Souvent, quand j'entends parler de l'amour, tu vois, on est ensemble parce qu'on s'aime, on a un enfant ensemble parce qu'on s'aime, je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends que ça peut vouloir dire, on s'entend bien, on a une chimie, on aime être ensemble, on a envie de rester ensemble et de vivre les prochaines années ensemble, donc ça pourrait vouloir dire ça. Maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant pour se dire, on va avoir un enfant ensemble, on va être parents, et donc on va rester ensemble dans l'idéal, tu vois, 15-20 ans, quoi. Je sais pas si, et du coup, je ne sais pas comment on peut faire ça, tu vois. Je comprends pas trop cette base, parce que pour moi, un couple, tu vois, tu as deux corps physiques, mais en réalité, un couple forme un troisième corps qui est énergétique. Et ce troisième corps, c'est une zone de rencontre sur laquelle il y a des jeux d'influence et tout ça. Et au bout de quelques années que tu es avec quelqu'un, ça prend, je pense, au moins 6-7 ans, ce corps énergétique peut avoir une vie en soi. C'est pour ça que quand tu as des séparations, des fois, tu peux être hanté par une relation pendant plusieurs années. Il y a un corps énergétique qui subsiste et dans lequel il y a toute une... C'est un corps mémoriel, hein, dans lequel il y a tout le jeu de tout, au niveau physique, jusqu'à tous les niveaux, tu vois. Et donc, est-ce qu'il y a des intérêts dedans? Forcément, parce que la vie est faite d'intérêts. C'est-à-dire, quand tu vas dire, ouais, c'est mon genre, cette fille, c'est mon genre. Non, celle-là, c'est pas mon genre. Mais ça veut dire quoi, ton genre de femme? C'est sur quels critères? Ouais, moi, je l'aime bien, mais non, ses sourcils, vraiment, c'est pas possible. Tu sais, aujourd'hui, tu vois des trucs sur Internet, mais t'hallucines. Tu te dis, c'est quoi les critères? Il faut un tour de poitrine, il faut une couleur de cheveux, une hauteur. Je trouve qu'on n'est pas dans la réalité du tout. Pour moi, c'est un projet de vie global. Et donc, oui, il y a des intérêts dedans. C'est-à-dire que si tu es une personne qui a besoin d'être rassurée, d'être sécurisée, eh bien, ça va mieux marcher avec un homme qui a une capacité à te sécuriser, à te rassurer. Et oui, c'est un critère injuste, inégal. Et je trouve qu'il faudrait oser dire nos intérêts dans une relation. Parce que quand on ne les dit pas, je pense que souvent on les masque. Et il y a toutes sortes d'intérêts. Et c'est pas mal. Quand tu t'es levé ce matin, tu as un intérêt à vivre. En tout cas, je l'espère, je te le souhaite. Mais on dit bien que les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et que les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. Nous, notre biais, et je vais nous remettre en question aussi, bien entendu, c'est d'être principalement omnubilé par le physique. D'ailleurs, il y a une mode, une tendance, et le but, c'est qu'on élargisse notre audience aux plus jeunes. Hein. Donc, on veut parler aussi aux plus jeunes. Arrêtez d'effectuer des systèmes de notation. On est où ? On parle de 1 sur 10, de 2 sur 10, de 5, 7 sur 10. On parle du physique en permanence. On est alors, c'est important. Ça reste quand même un critère qu'on prend tous en compte. Si on ne veut pas être hypocrite 3 secondes, d'accord, y compris dans le milieu de la spiritualité où on dit non, le physique n'a rien à voir. Mais non, la beauté intérieure, certes, mais d'aucuns diraient que la beauté extérieure reflète la beauté intérieure aussi et que c'est totalement subjectif et relatif, certes. Néanmoins, quand on parle de valeur sur le marché de l'amour, ça aussi c'est un terme qui revient souvent, évalue ta valeur sur le marché de l'amour, ensuite rectifie le tir. Bon, là moi pareil, hein, je soulève des problématiques, hein, je ne suis pas pour ou contre, je veux juste avoir ton avis. Écoute, je pense que c'est une époque formidable où justement on n'a plus aucune pression sociale pour se marier, pour avoir des enfants et tout ça. Donc c'est génial, on peut faire plein d'expériences et je pense que c'est une époque où l'humanité vient vivre ça.
Si tu veux, à un moment donné, c'est comme quand tu élèves un enfant, tu le mets dans un cadre très précis, puis à l'adolescence, progressivement, tu es obligé de lâcher le cadre. Et là, l'âme va se révéler dans ses forces, ses faiblesses, tu vois. Et donc, je trouve que l'humanité, là, elle est en train de se révéler dans ce qu'elle porte. Tu vois, il y a des êtres qui portent en eux certaines choses qui nous paraissent assez fantasques, mais s'ils avaient vécu il y a 200 ans, ils n'auraient pas pu l'exprimer. Donc là, ils peuvent faire toutes sortes d'expériences. Et donc, on peut faire aujourd'hui toutes sortes de couples. Et moi, je suis pour. Je trouve que c'est bien de pas être hypocrite et de pas hésiter. Simplement, quand je sais pas, tu te rencontres, je sais pas moi, en dansant, parce que la fille, elle a une super tenue, elle est super mince, elle a le tour de poitrine qui te convient, etc. Bah, après, viens pas consulter quelqu'un, à propos du couple. Je veux dire, c'était quoi au départ ton intention, ton projet? Faut être cohérent dans la vie. Donc rien ne t'empêche de faire des couples, pour des moments. Ce sont des moments que tu vas passer avec une personne, tu vas faire certaines expériences, mais je trouve qu'il faut pas changer de discours en cours de route et chercher des arguments spirituels, psychologiques, émotionnels pour te débarrasser de quelqu'un, alors qu'au départ, le casting était de toute façon biaisé. Tu voulais juste un faire-valoir social ou quelqu'un pour satisfaire tes pulsions ou pour te rassurer ou quelqu'un qui avait de l'argent ou quelqu'un, tu vois. Hmm. Donc, je trouve qu'il faut être cohérent, il faut assumer son couple et assumer ses désirs. Et on n'a pas les mêmes à 20 ans qu'à 50. Oui, c'est évident. Et c'est dur de parler à des gens qui ont 20 ans comme à des gens qui ont 50 ans aussi également. Mais tu sais, ça me fait penser aussi, tu as, à l'occasion du mois de février et puis du mois un petit peu dédié à l'amour, Guillaume, sur ta chaîne, tu as republié un petit peu des extraits hyper intéressants, dont un où tu parlais des 4 étapes de façon individuelle. Et là, ça me fait penser un petit peu à ces mêmes étapes, peut-être au niveau humanitaire, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, question de dire est-ce qu'on va dans le bon sens, mais ne serait-ce qu'en prenant ces 4 étapes, on me dit, oula, au niveau de l'humanité, on en est encore au stade 2, si je me souviens bien, hein, c'est-à-dire le Casanova, quoi. C'est-à-dire, je vais être attirée uniquement parce que je trouve beau à l'extérieur, visuellement, sans trop avoir questionné encore l'intérieur. C'est peut-être un peu ça, là. Ça, c'est un biais masculin, on est d'accord. Pas que. Oui, c'est souvent un travers masculin. Pas que, t'as plein de femmes qui cherchent des Ken, hein, qui correspondent absolument aux critères actuels, quoi. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu disais, Guilhem. Les femmes recherchent un pilier avant tout. Tu prenais un exemple, certains types de femmes qui recherchent un pilier, une épaule sur laquelle se reposer, principalement. Mais je pense que c'est la majorité des femmes qui sont dans ce cas-là. Et on en parlait avec Lumineuse, et je leur donnais l'exemple d'un homme qui est sensible, qui ose exprimer ses vulnérabilités, qui témoigne de ses émotions, et non pas que d'émotions positives, mais aussi d'émotions négatives. Ces hommes-là sont souvent réprimandés. J'ai du mal avec ça, Rudy. Et pourtant, en tant que femme, je lui dis à chaque fois, je dis, mais moi, celui-là d'homme, je l'épouse, mon compagnon. Oui, c'est ce que vous avez dit toutes les deux d'ailleurs. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on était dans une comédie romantique, encore une fois, et pas dans la réalité. Non, mais très sincèrement, je l'ai vécu aussi personnellement. C'est pour ça, j'ai vu que des exemples identiques autour de moi. Il y a un biais qui est récurrent. Alors après, est-ce que je me trompe? On t'a invité, Guilhem. Tamara a bien entendu autant la parole que moi, et c'est là où c'est intéressant. Le débat est ouvert. On vous laisse réagir aussi, vous, dans les commentaires pendant que vous nous écoutez. Il n'y a pas de souci. Mais Guilhem, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on n'a pas une sorte d'hypocrisie latente là, de ce côté-là quand même? Moi, je te dis que vraiment, des gros problèmes, c'est que souvent, on se met ensemble et on a vraiment l'impression d'être 2 personnes. Et on a du mal à ressentir cette sphère commune, qui est un projet de vie, qui est une existence partagée. Et cette sphère commune, elle n'est pas la totalité de chacun. C'est-à-dire que l'homme, la femme, les 2 parties qui constituent un couple ont chacun une individualité, une vie intérieure, des rêves, des espoirs, tu vois, tu as vraiment ta partie. Et tu ne partages pas tout avec l'autre. C'est un espace commun, tu vois, de la même façon que tu es dans un appartement avec quelqu'un, bah, tu es quand même dans ton corps. Tu n'es pas. Donc, cette histoire de fusion, tu sais, dont tu parlais tout à l'heure, Rudy, moi, je comprends pas de quoi on parle. Tu vois, vraiment, pour moi, c'est étranger. Qu'on fusionne dans un projet, qu'on fusionne dans une relation, dans quelque chose, mais si tu veux, c'est toujours dans une partie de nous-mêmes. Et donc, je trouve ça important parce que c'est ce qui te permet de rester toi et d'être différent, vraiment différent de l'autre, mais qu'on puisse se retrouver à certains moments dans certaines choses de notre vie, mais pas dans la totalité. Et donc, on ne cherche pas forcément à être comme l'autre, à comprendre l'autre, à exiger de lui certaines réactions, tu vois, à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de lui et tout ça. Après, des hommes qui expriment plus leurs émotions, qui osent se dévoiler alors que c'est pas forcément facile pour un homme et tout ça. Mais tu sais, le problème, c'est que je comprends qu'on sort de beaucoup d'abus du patriarcat, alors des femmes aujourd'hui sont comme en réaction.
mais je trouve qu'il y a plein de femmes qui sont pas plus brillantes que les hommes dans l'expression de leur énergie, tu vois. Je trouve pas que toutes les femmes soient systématiquement féminines, authentiques, profondes, révélées, en union avec le principe féminin cosmique. Elles sont elles aussi des personnes un peu paumées, désaxées, décentrées, avec beaucoup de blessures et tout ça. Donc en fait, tu mets 2 convalescents ensemble, puis ils seraient censés être super fonctionnels et tout ça. Donc par exemple, un homme s'exprime, ouvre un peu son cœur parce qu'il essaye justement de se dépasser et d'aller à la rencontre de sa femme, par exemple, tu vois, pour sur le terrain du cœur, qui est pour lui un terrain de jeu pas forcément à l'aise, tu vois, il est pas forcément, c'est pas habituel. Ben, je comprends que sa femme, elle sait pas trop comment réagir en fait. Il parlait de court-circuitage émotionnel, hein. Une sorte de bug, effectivement. Oui, et puis j'aimerais rajouter par rapport à ça, il ne faut pas sous-estimer aussi la puissance des systèmes de croyance. C'est-à-dire si je suis dans la croyance, un petit peu comme ce témoignage que tu nous as fait écouter, si je suis dans la croyance que les hommes sont des menteurs ou qui fracassent leurs femmes, je vais m'attirer de toute façon l'expérience qui va valider ma croyance. Si je suis dans l'expérience que les femmes sont vénales et sont avec un homme parce qu'il a, je sais pas, ça montre, là, je sais plus comment on appelle ça, ou parce qu'il est bodybuildé, bah de toute façon, je vais faire cette expérience-là. Donc, je vais être entourée de gens qui vont valider ma croyance. Ça, je crois qu'il faut pas le sous-estimer non plus, surtout quand on regarde des phénomènes sociologiques à travers notre prisme individuel, dire, oh, bah, j'ai quand même tout mon champ de croyance qui est interposé entre la réalité collective et ce que je suis en train de vivre. Tu vois d'ailleurs ce que tu dis, Tamar Mara, ça me fait penser à quand on connaît tous on a des amis qui ont plusieurs relations, et ben quand même on peut remarquer que souvent c'est les mêmes schémas grosso modo qui se reproduisent par personne, c'est-à-dire que tel ami a tendance à vivre un peu toujours le même genre de situation, tel autre ami c'est tel genre de schéma, donc ça veut bien dire que c'est énormément nos croyances et tu vois, notre disposition intérieure qui va faire que, tu vois, il y a pas longtemps, je relisais encore des textes très de l'Antiquité dans lesquels des grands, ce qu'on estime être des grands sages, des grands philosophes, te disent, noir sur blanc, que les femmes ont des pulsions sexuelles incontrôlables et qu'elles épuisent les hommes parce que leur libido est infernal et qu'il faut absolument les limiter, tu vois. Ok. Donc ça, et pour moi, si tu veux, une petite phrase supplémentaire bien agréable. Mais si tu veux, ça, ce qui est incroyable, c'est que ces phrases-là ont été prises comme des référents philosophiques. Oui. Comme des maximes universelles, ouais. Ouais. Mmh. Et quand tu lis, tu entends très bien le gars c'est son expérience personnelle, oui. tu vois, qui vit. Voilà. Et c'est devenu une espèce de dogme et des croyances. Et ça a fait vivre un enfer à plein de femmes et à plein Et tombé sur une nympho et du coup, toutes les femmes sont des nymphos. Oui, mais alors on est d'accord, il y a des cas exceptionnels, il y a des cas particuliers, il y a cet aspect fréquentiel et vibratoire dans tout, et on attire à soi ce qu'on doit attirer à soi sur le moment. Je suis d'accord avec ça. En revanche, on essaie de porter un diagnostic général sur la société actuelle et sur les relations amoureuses actuelles. Et on essaye d'aller vers cet amour avec un grand A, puisque on est romantique, nous aussi, les hommes. Et c'est là où je vais arrêter, on va parler des femmes plus spécifiquement par la suite, mais on est romantique aussi, on cherche aussi l'amour quelque part. On ne cherche pas qu'à tirer notre coup. Mais c'est vrai. Bah, écoute, je pense que... Ouais, mais tu sais, les 4 étapes dont j'ai parlé dans la vidéo, c'est une femme qui enseigne ça à Socrate dans un livre de Platon. Ces 4 étapes, je pense que sont des étapes d'évolution d'âme. Tu ne vis pas nécessairement les 4 en une vie. Tu peux lire, c'est très intéressant, c'est très long, mais très intéressant, l'autobiographie de Casanova qu'il a écrite en prison, c'est hallucinant. Donc tu vois bien que ce gars-là, il est en fait adolescent et il est mort adolescent en fait. Tu vois, il a fait toute une expérience d'incarnation dans laquelle il est venu vivre l'espèce d'ivresse, comme s'il était sous cocaïne, tu vois, il est complètement obnubilé par le sexe et les expériences sexuelles. Et il a été jusqu'à la fin de sa vie. Donc je pense on vient vivre ça d'incarnation en incarnation et de passer à quelque chose de plus profond et tout ça. Et c'est ce qui fait que des êtres, même à 17 ans, sont relativement posés, relativement sains. Tu vois, dans leur approche, et que tu vas voir qu'assez jeunes, ils vont trouver une façon de fonctionner avec avec une jeune femme, tu vois, ils ont une fiancée, puis ça fonctionne bien. Ça existe, mais je pense que ça prend plusieurs vies pour faire ça. Et je pense qu'il faut qu'on s'éduque les uns les autres ensemble et qu'on partage nos expériences en sachant que même si toi, tu as 40 ans, bah, tu peux donner des conseils à quelqu'un qui en a 80 parce qu'en fait, il a peut-être 15 ans émotionnellement, sexuellement, tu vois, dans sa relation, sa rencontre avec la matière et l'énergie sexuelle. Et qui dit alors sexualité débridée dit forcément absence de sagesse ? Alors pas de façon théorique en disant si tu as une sexualité débridée des passages, mais pratiquement et concrètement oui. Parce que tu vois, l'énergie créatrice de la vie, elle s'exprime de plein de façons dans notre vie, y compris dans la sexualité. Tu as des couples qui ont une sexualité qui manque terriblement de créativité et ils vont consulter des spécialistes.
Et donc, la créativité en général, l'énergie créatrice, elle s'exprime. Et donc, si tu prends beaucoup d'énergie pour avoir une sexualité débridée, donc tu vas être dans des trucs d'échangistes et tout ça, ça va te prendre beaucoup d'énergie mentale, tu vas avoir beaucoup de plaisir dedans, tu vas anticiper, tu vois, tu mets beaucoup d'énergie dedans, eh bien, c'est une énergie que tu n'auras pas ailleurs. Je veux dire, quand tu dépenses 100 balles pour un truc, bah, tu les as plus sur ton compte bancaire. Donc, moi, je pense ça. Alors, est-ce que ça manque de sagesse? Pas forcément, parce que tu es peut-être là dans ton évolution et c'est peut-être très bien. Tu es venu vivre ça et c'est là que tu en es. Donc, c'est pas un manque de sagesse. Par contre, ça peut le devenir si à un moment donné, et on l'a tous vécu, on sent qu'on est au bout d'une expérience, mais on a du mal à finir et à passer à autre chose, à lâcher prise, à accepter de mourir à cette chose pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît ces passages-là. Et donc, là, ça peut être un manque de sagesse. Mais pour moi, passer trop d'énergie dans ta vie à l'âge adulte, à vouloir conquérir toutes les femmes de ta ville, ben forcément, il y a des choses que tu n'auras pas fait. Et tu vois, il y a un reel qui circule sur Insta où tu vois un milliardaire qui dit, ou un millionnaire, je sais plus, il dit, tu vois, la plus grande richesse, bah, c'est en fait quand tu as l'âge que tu as, c'est un gars, on voit, il a 60 ans, et il dit, bah, c'est que mes enfants, ils veulent me voir, ils m'appellent, ils me parlent, ils me racontent leur vie, et c'est la plus belle richesse que j'ai, et c'est pas mon argent. Mais pour avoir ça, en fait, il faut le construire. Et je pense que des enfants fonctionnels, ça se construit par une relation fonctionnelle. Et une relation fonctionnelle, ça se construit avec des individus fonctionnels. Donc, c'est un boulot d'équipe entre un homme et une femme pour créer tout un futur fonctionnel pour l'humanité. Et ça, c'est plus sage pour moi, plus profond, avec des enjeux plus importants que d'essayer de te taper toutes les filles de ta ville, tu vois. Mais est-ce que c'est un manque de sagesse, dépendamment d'où t'en es de ton évolution d'âme? Bah non, moi je jugerai pas quelqu'un qui veut faire ça. Il vit sa vie et simplement qu'il vienne pas nous voir en disant ouais je comprends pas, j'arrive pas à avoir des relations authentiques. Je voulais justement rebondir là-dessus avec ce point de regard là sur nos temps modernes, c'est-à-dire que maintenant on a technologie, on a des applications à n'en plus finir pour ne pas être seul. Et on a l'impression que les gens n'ont jamais été aussi seuls ou qu'ils passent d'une relation à l'autre et que dès qu'il y a une petite anicroche, une petite difficulté, dès que la case n'est pas cochée, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, boum, je swipe là et je passe à la relation d'après pour chercher l'être parfait, authentique, comme ça, point barre. C'est quoi ton point de regard là-dessus, tu vois, ce différentiel entre la rencontre n'a jamais été aussi facile ou accessible avec ce type d'application où on peut rencontrer même quelqu'un qui a Tombouctou à l'autre bout de la planète, et en même temps, facile pour les femmes. Ça n'a jamais été aussi difficile. Non, je tiens à le dire, facile pour les femmes. Hein. Quand on parle des applications, c'est pareil, 90% des femmes se rabattent sur 10% des hommes. Hein. C'est des statistiques, source à l'appui. On va prendre Tinder, hein, pour ne pas citer la plus grande plateforme de rencontre. Et c'est d'ailleurs, c'est lié à l'hypergamie. On va en parler, justement. Mais oui, la question est pertinente. Alors, je trouve que là, on arrive pour moi au fond du sujet de l'histoire de cette quête d'amour avec un grand A, avec l'époque dans laquelle on vit, où on en est globalement, collectivement, de nos évolutions. Je pense qu'on touche le cœur du sujet parce que, tu vois, notre rapport à la vie, il est global. Et l'amour n'est pas à part. Ça fait partie de notre rapport à la vie, de notre façon d'être en relation avec l'existence et l'expérience de l'existence. Les autres, tout ça. Et soi-même, l'image de soi, nos projets, notre capacité, notre puissance de création créative. Et donc, tu vois depuis quelques décennies, on s'est mis dans une culture qui est basée sur la production de masse, l'accès à tout très facilement. Je veux dire, j'ai acheté ce verre, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais tu sais, il doit coûter quasiment rien. Alors que c'est un objet hyper important qui peut durer des siècles. Il a normalement une valeur élevée. Aujourd'hui, les choses n'ont plus de valeur. On doit tous avoir accès à tout, on doit être satisfait très vite, et même on est passé à l'étape suivante qui est la lassitude, c'est-à-dire que quand j'aurai envie de changer de verre, bah, je vais le mettre à la poubelle ou je vais le mettre à un truc qui recycle ou je sais pas quoi, et puis je vais me racheter tout un nouveau service parce que j'ai envie de redesigner ma cuisine. Et ben, tu vois, cette espèce d'attitude qu'on apprend depuis qu'on est enfant, ça crée à l'intérieur de nous des corps énergétiques mémoriels qui vivent de ça et qui tirent la satisfaction du changement. Et en réalité, après, on est pris au piège. C'était un cheval de Troie, c'était un poison qu'on nous a inoculé petit pour faire tourner un système économique par la satisfaction qui amène de l'insatisfaction de plus en plus vite. Tu sais, c'est un système sur lequel notre économie mondiale est basée. Hein. Et ben en fait, finalement, on a un problème, c'est que ça envahit maintenant toute notre sphère de vie et qu'on est comme ça, nous tous, avec tout le monde, même dans nos relations interpersonnelles. Et que donc, effectivement, on exige de l'autre qu'il satisfasse nos besoins. Et puis, quand on est lassé, quand ça nous amuse plus ou quand il y a un petit truc, eh ben, on veut changer. Donc, on n'est pas du tout dans la réalité. Alors, l'hypersexualisation, c'est un fait. On a d'ailleurs d'autres plateformes comme OnlyFans,
mime qui représente une source d'activité professionnelle assez importante et une des nouvelles vocations en vogue chez les jeunes, ce qui est attristant. Effectivement, certaines femmes vendent des photos de leurs pieds et gagnent jusqu'à 30 000 € par mois. Et c'est, après youtubeurs et footballeurs, un des métiers en vogue de nos jours pour la jeunesse. C'est très triste. Mais comme tu le disais, Tamara aussi, on a une absence de sexualité aussi très importante. De plus en plus de jeunes sont vierges à l'âge de 22, 23 ans. J'ai plus les statistiques sous les yeux, hélas. Et je veux rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis contre les applications de rencontres. Je suis contre la virtualisation. Et je pense qu'on devrait, en tant qu'homme, reprendre notre courage en main et aller dans la rue et aborder les femmes dans la rue. Réengager ce rapport physique, humain et passer dans le monde réel davantage, plutôt que de se couper et d'aller vers une virtualisation des mœurs. On parle de l'IA. L'IA sera bientôt notre nouvelle petite amie. C'est flippant, ça fait peur. Bon, le porno qui, bien entendu, détraque notre système endocrinien, nous envoie de la dopamine gratuite en permanence. Le porno, c'est simple. En gros, tu reçois une récompense comme si tu avais effectué un effort, alors que tu n'as rien fait, tu es resté littéralement assis sur ton siège. Bon, les femmes en sont aussi adeptes, mais je dirais que c'est les hommes qui sont victimes de ça encore, principalement. Ouais, vraiment, c'est ce que je disais, c'est que c'est global. Il ne faut pas le considérer à part, il faut comprendre ça dans sa globalité. Quand tu ne fais plus d'efforts pour avoir du pain, pour avoir de la confiture, pour avoir du poisson, tu vois, quand tu ne te rends plus vraiment compte de la relation qu'il faut tisser. Par exemple, si tu veux du poisson, eh bien, il faut apprendre à pêcher. Apprendre à pêcher, c'est tout un univers, c'est tout un monde. Tu as des techniques, tu as un savoir-faire, il faut connaître les lunes, les heures, les saisons, faut connaître la mer. Attends, la mer, c'est un truc de dingue. À prendre un bateau et aller pêcher, non mais c'est un truc de dingue. C'est carrément tout. Tu dois passer une vie, consacrer une vie et plusieurs vies de transmission transgénérationnelle, de savoir-faire, de comment aller pêcher pour avoir des poissons dans ton assiette, tu vois. Donc là, quand tu n'as plus cette nécessité-là, parce que c'est artificiel, eh bien, ça détraque complètement notre système d'expérience terrestre. Parce que l'expérience terrestre, c'est un rapport, un ratio entre l'effort que l'on fournit pour aller vers et le retour que l'on a et qui nous amène une sensation du monde. Et ça, c'est très important parce qu'on parle même de vie intérieure. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on aurait envie, dans un monde idéal, qui est un chat GPT spirituel en disant, voilà, je demande au guide de me dire telle information, tu vois. On peut devenir comme ça des consommateurs et avoir des informations en se disant, mais je peux les avoir instantanément, sans effort, sans chemin, sans travail sur moi et tout ça, et c'est valide. Simplement, moi, je pense que quand tu as une tomate sans avoir fait d'effort, eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux, elle ne t'apportera pas du tout la même expérience de vie que quand c'est toi qui l'as entièrement cultivé. Je pense vraiment comme ça. Et comme tu disais aujourd'hui, tu peux avoir accès, par exemple, tu peux voir une femme nue sans faire aucun effort. Alors que normalement, biologiquement, un homme, il est constitué pour se dépasser. Tu sais, en introduction, tu disais, par amour, on se dépasse et tout ça. Faut aussi le mettre dans des choses tout à fait triviales. Tu vois, à des époques plus anciennes, et pas très anciennes, ben un homme, tu vois, il était dans une famille de paysans avec ses frères et sœurs. Il allait être en concurrence avec ses frères pour avoir la jolie fille qu'il connaissait. Il savait que son frère l'aimait bien aussi, mais il savait que la fille, elle allait probablement choisir non pas les plus beaux yeux, mais celui qui allait hériter d'un terrain, qui allait être capable de construire une maison, qui allait avoir tant de vaches, parce qu'en fait, ça voulait dire qu'il avait la tête sur les épaules, ça voulait dire qu'il était résilient, qu'il était fort, qu'il était intelligent. Et donc, tu vois, elle allait préférer miser sur ce gars-là. Il y a tout un facteur biologique qu'aujourd'hui, on a nié, parce qu'on est rentré dans une sorte de vision subtile, plus psychologique, qui est réelle aussi, hein, qui est complètement réelle. Mais je pense qu'elle a écrasé une autre réalité qui fait que vraiment, on n'est plus dans le réel, mais vraiment plus du tout. Et donc, on a des récompenses. Et on veut, par exemple, vivre avec quelqu'un, être dans l'harmonie, dans l'entente, dans la synergie et tout ça. Mais on veut avoir ça en 3 mois de vie commune. Et puis, si ça marche pas au bout de 6 mois, ben, on change. Oui, et c'est même pire parce que peut-être là, pour le coup, justement, tout cet essor et ce développement là au niveau de la spiritualité fait du dégât aussi, parce qu'on voit aussi ces croyances qui s'imposent là, de bon ben alors si c'est mon double, ça va être tout fluide et ça va être tout naturel du premier jour. Et puis si je prends mon pendule et qu'on n'a pas nos chakras alignés, du coup c'est pas la bonne personne. On a ça qui arrive en plus. Les signes astrologiques, la compatibilité. Les signes astrologiques. On a tout ça qui arrive en plus, qui vient brouiller les pistes de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire mais c'est une construction, un couple.
c'est une construction, c'est pas du tout cuit et réchauffé dans le micro-ondes, prêt à consommer, quoi. Toute cette histoire en termes de spiritualité peut faire peut-être un petit peu des dégâts parce qu'on attend encore plus qu'avant. Avant, c'était peut-être plus les femmes qui attendaient le prince charmant, mais je crois qu'il me semble qu'il y a les hommes maintenant qui attendent aussi la femme parfaite selon les critères spirituels, etc. Exactement. Mais on est tombé dans un biais. On a été écarté de certaines réalités dont parlait Guilhem à l'instant, parce que tu parlais d'hypergamie, là. C'est un instinct primitif et naturel chez la femme. La femme ne peut pas avoir 36 millions de relations parce que c'est un an où elle tombe enceinte et toute une vie après d'investissement avec un enfant. Un homme peut aller là où le vent l'emporte, faire ce qu'il a à faire. Et effectivement, les femmes vont toujours primer sur un homme qui peut apporter, alors certains parlent d'apport calorique, mais c'est vrai qu'il y a une vision très archaïque là-dessus. Mais oui, on retourne à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Si on parlait de la récompense, c'est celui qui a chassé le mammouth qui aura la plus belle femme. Alors j'ai vu que Tamara avait les yeux écarquillés quand je disais ça. Guilhem, est-ce que je suis dans le faux? C'est l'apport calorique qui m'a fait sortir des quoi? Non, mais calorique, tu vois, ça veut dire celui qui est capable de produire de la nourriture, de ramener de la nourriture. Mais c'est une réalité qui est dans notre corps physique. C'est-à-dire que notre corps physique, son ADN, il n'est pas en 2025. Si tu veux, notre ADN, il est très ancien et il fonctionne sur des choses qui ont fait leur preuve depuis des dizaines de milliers d'années. Donc je trouve qu'on serait fou de tout d'un coup oublier ça, tu vois, enlever ça balayer ça d'un revers de la main et puis se dire non, maintenant on est dans une autre dimension, on est dans d'autres vibrations. Écoute, moi je pense que tant que tu as un corps, il faut dealer avec, il est là, il a voix au chapitre et il va influer dans ta conception, tes sentiments, dans ta vie intérieure. Et donc il va créer des filtres sur tes relations et tes façons d'être et tes sélections. Moi je crois qu'on devrait prendre ça en compte. Maintenant, c'est pour ça que je trouve que une chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est par exemple se dire qu'est-ce que je veux vivre, quel genre de personne je veux être. Moi d'abord, pas quel genre de personne je cherche. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que j'ai à offrir effectivement? Tu vois, tout à l'heure, tu disais, Rudy, qu'est-ce que j'ai sur le marché? Qu'est-ce que je peux mettre? La valeur sur le marché de l'amour, oui. Voilà, c'est hyper cruel comme référence, mais en partie, c'est vrai parce que je trouve que souvent, on parle de l'autre et de notre difficulté à rencontrer une personne qui nous corresponde, avec qui ça fonctionne. Mais souvent, moi, j'ai souvent dit ça aux hommes. Tu vois, je suis un homme dans la spiritualité, c'est vrai qu'on est moins nombreux. J'ai eu beaucoup de conversations qui sont arrivées direct sur ce sujet. Et souvent, je disais aux hommes, mais toi, qu'est-ce que tu as à offrir à une femme? Mon cœur, mon âme. Ouais, mais tout le monde a un cœur et une âme. Mais qu'est-ce que tu as à lui offrir comme chose que tu es capable d'incarner? Alors, je parle pas seulement d'argent, de maison, de voiture, mais tu vois, qu'est-ce que tu es capable de manifester vraiment, tu vois? Parce que j'ai la foi, je crois en la lumière, je crois dans les anges, j'aime la lumière. Ouais, mais on est nombreux à aimer la lumière. Qu'est-ce que tu vas être capable d'incarner concrètement au quotidien comme valeur? Quelle est la valeur forte que tu vas incarner et qui est vraie? Pas que tu crois ou que tu le fais par certitude, mais que tu incarnes vraiment. Est-ce que tu es, par exemple, réellement patient, profondément? Est-ce que tu es quelqu'un de profondément bon? Et du coup, si tu te connais mieux, tu vas pouvoir être plus clair dans ton offre. Sauf que c'est pas une offre dans un mauvais sens du terme. Tu vois, je t'offre voilà, de l'argent et tout ça, ou un corps de rêve. C'est pas ce genre d'offre. Mais qu'est-ce que tu offres concrètement? Et du coup, tu peux être aussi exigeant. C'est-à-dire que tu es avec une femme qui va te dire, ouais, mais toi, tu t'énerves pour un rien. Ben oui, par exemple, oui, c'est vrai, j'ai un défaut, je manque de patience. Simplement, tu n'es pas avec moi parce que je suis patient. Tu es avec moi pourquoi? Qu'est-ce que je t'offre au quotidien qui est vraiment une valeur ajoutée dans ta vie? Et toi, qu'est-ce que tu m'offres? Du coup, si tu sais ce que l'autre t'offre, parce que c'est ce qu'il est, tu vois, donc c'est pas un marchandage, une tractation, c'est ce qu'il est. Quand on met en commun, tu vois, nos forces, nos qualités, eh bien du coup, les défauts, on peut les mettre pondérés, on peut pondérer un peu tout ça et on peut les mettre en perspective. Et du coup, on peut dire quand vraiment on trouve que tu dépasses la limite, tu vois, tu dépasses vraiment la borne, les bornes, ou alors, dans l'ensemble, globalement, ça fonctionne. Merci pour ces réponses, Guilhem. Alors, Tamara, tu me rejoins sur le fait qu'on va encore à contresens et que nous, le but de notre média, depuis le début, c'est de casser les dogmes et d'aller vraiment à contre-courant tout le temps et de ne pas avoir peur de la critique. D'ailleurs, on va se confronter à des avis divergents et éventuellement à des femmes qui vont se désabonner suite aux propos que j'ai tenus, principalement. Enfin, c'est pas des propos que j'ai tenus, mais c'est des idées que j'ai mis en avant. Rassurez-vous, mesdames, moi aussi, je lui jette des tomates et il me fait signer les oreilles, pourtant je reste. Non, et puis qui plus est, c'est pas pour autant que je ne suis pas
spirituel, que je ne suis pas ouvert à une certaine sensibilité. Au contraire, j'en ai juste marre de cette image de l'homme soja, certains disent l'homme vagin, bon, pour être très caricatural, bah oui, appelons un chat un chat. Mais cette image de cet homme faible dans le milieu de la spiritualité, qui est une sorte d'égérie, d'archétype, moi je veux la casser. Je veux la casser tout simplement parce que je suis ouvert au romantisme, je suis ouvert à la nourriture spirituelle. Je ne peux pas être en relation avec une femme qui ne m'inspire pas outre mesure, d'un point de vue subtil et énergétique, mais je fais aussi des arts martiaux, je fais de la boxe thaï, je vais à la salle, j'ai de la testo et je suis attiré par la beauté féminine. C'est une réalité. À chaque fois, on vous le redira, nous n'avons pas fait vœu de pauvreté, nous n'avons pas fait vœu de chasteté, nous ne sommes pas parfaits. Émancipons-nous de ça, s'il vous plaît, dans le milieu spirituel. Revenons à une hauteur un peu plus, je dirais, réaliste, pour pouvoir être en rapport et en lien avec tout le monde et qu'on arrête d'être dans l'entre-soi et puis railler et conspué par d'autres personnes qu'on pourrait intéresser à nos thématiques si on était plus tolérant, je pense. Bon, c'est passé. Message est passé. Non, mais il faut qu'on vous dise en coulisses quand même, ça fait 1 an et demi qu'on se chauffe tous les deux sur ce sujet. C'est pour ça que vous nous sentez peut-être dans cette émission un petit peu plus authentique. On l'a dit à Guilhem, on l'a dit, on va se lâcher. Guilhem, il a une grosse responsabilité dans cette émission, vous savez même pas. J'aimerais qu'on parle un petit peu de complémentarité. Alors avant ça, j'ai trouvé très intéressant ta vision sur la chute du masculin en lien avec l'âge de bronze. Je l'avais jamais entendu et ça m'a vraiment parlé. Mais vraiment, je voulais te remercier pour ce point de regard. Je suis encore en train d'infuser tout ce point de regard et j'aimerais que tu nous en fasses. Alors, tu vas pas nous refaire ce que tu as déjà dit précédemment, mais en tout cas, qu'on le remette en lien avec ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui dans cette émission, c'est-à-dire ce changement, cette pâte à modeler qui est en train de se faire là, au niveau des relations, au niveau des couples. On sait pas trop vers où ça va et on regarde simplement modestement tous les trois là aujourd'hui. J'aimerais que tu nous rajoutes ce point de regard si tu veux bien. Mais écoute, ça me touche que tu m'en parles parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Je trouve que souvent, quand on parle, comme on vient de le faire, nous, les humains, on parle toujours de nous, comme si c'était notre vie à nous, nos expériences, c'est nous. Tu vois, Rudy, c'est un homme, Tamara, c'est une femme, je suis un homme. Puis on deal avec nous, notre masculinité, notre féminité, nos histoires de couple et tout ça. Et je trouve que des fois, on manque terriblement de hauteur et c'est pour ça que j'aime le sacré et que j'utilise souvent ce mot pour essayer de comme se mettre un petit peu en hauteur en se disant, mais en fait, il y a des polarités, il y a des énergies qui sont valides dans le cosmos tout entier. Hein, le yin, le yang, toutes ces choses-là. Le féminin et le masculin existent tout le temps partout. Et je suis venu dans cette incarnation faire l'expérience complète d'une rencontre avec le monde, la création, à travers un filtre, pas plusieurs filtres, mais notamment celui d'être dans une polarité masculine. D'ailleurs, petite parenthèse, ceux qui sont venus et qui se sentent dans un corps qui ne leur correspond pas, toutes ces histoires de polarisation confuse font complètement partie de l'expérience. Tu es venu vivre une ambiguïté et un décalage entre un corps physique et un corps intérieur, et ça fait intégralement partie de ton expérience et de ta relation au tout. À travers ça, tu es venu vivre que l'être intérieur est plus important que l'être extérieur. Et il faut vivre complètement cette expérience pour ne pas avoir à la reproduire, parce qu'elle est valide dans énormément de domaines. Tu sais, le racisme, être noir, blanc, être dans un milieu qui te rejette pour ta couleur, pour ta race et tout, c'est la même chose. Tu es venu vivre, si tu veux, cette dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur. Et je trouve que c'est bien d'élargir le sujet en se disant, je suis venu vivre cette expérience en me mettant en contact avec cette force, et si je pouvais un petit peu prendre ces forces comme référence, au lieu de me considérer juste moi dans mon incarnation présente. Et du coup, je pense à mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tu vois, je regarde. Et moi, je suis un passionné d'histoire, et si tu veux, dans l'histoire, à un moment donné, c'est tellement évident que la force physique de l'homme, mais ce sont des influences collectives, hein, collectivement, nous sommes venus vivre ça. La force physique de l'homme est devenue un atout majeur, ou une espèce c'est ça, c'est devenu prépondérant parce que nous sommes venus vivre l'abus de force physique et l'abus du masculin. Quand tu es quelque chose, quoi que ce soit, quand tu es quelque chose, tu peux en abuser. Tu peux être beau et abuser de ta beauté. Tu peux être jeune, abuser de ta jeunesse. Tu peux être riche. Tu peux être pauvre et abuser de ta pauvreté. Tu peux être handicapé et abuser de ton handicap. Tu peux abuser de tout ce que tu as. Tu vois, tu peux venir faire une expérience d'équilibre ou de déséquilibre. Et je pense qu'à une période, les hommes sont comme devenus ivres de leur force masculine et ils en ont fait quelque chose de supérieur. Mais ça, c'est vraiment, tu sais, comme quelqu'un qui prend la grosse tête. Il est célèbre et il s'imagine le roi du monde. Puis quelques années après, il déchante. Et je pense que
jusqu'à vraiment aujourd'hui, nous sommes à la fin de tout ça, les hommes ont été comme sur un trip de drogue. Tu vois, ils sont comme dans un espèce de voyage, pas dans la réalité, et ils ont causé énormément de malheur. Le vrai malheur de ça, c'est si les femmes, comment on pourrait dire, Prenez sont leur dégradées revanche. à l'intérieur. Oui, mais c'est que, si tu veux, si elles sont dégradées à l'intérieur de cette expérience, et que du coup, elles entrent dans une dynamique, voilà, de compensation et de revanche, et qu'elles entrent en furie contre ce qui leur a fait du mal, parce qu'en fait, on va faire si tu veux, le caducée d'Hermès, là, on va faire le boomerang sans arrêt, le yo-yo plutôt, et en fait, on va jamais s'en sortir. Et donc, moi, j'enjoins vraiment les hommes et les femmes à essayer de se rapprocher d'un principe naturel, éternel de ce que c'est le masculin et le féminin, et d'essayer de eux-mêmes retrouver des valeurs fortes, mais en sachant que être un homme, une femme, c'est juste une petite partie de notre être. Ce n'est pas du tout la totalité de notre expérience de vie. Parce que tu vois, comme tu disais tout à l'heure, Rudy, tu partages des choses de ton cœur, de ton expérience intérieure. Tu es aussi une âme. Et ton âme est asexuée. Donc, tu es aussi venu vivre voilà, tu es aussi venu vivre des expériences. Et à travers ta femme, tu es aussi venu vivre, faire l'expérience de l'autre. Et parfois même, si tu gardes la même femme longtemps et que tu crées vraiment un couple à long terme, tu peux venir faire des expériences du pôle opposé que tu vas vraiment ressentir complètement. Donc, je trouve que c'est très, très riche tout ça et c'est très intéressant pour peu qu'on ne soit pas dans cette dynamique de revanche parce que aujourd'hui, je trouve que les femmes sont en rage et en furie contre des non-hommes. Parce que tu vois, un homme qui violente, qui utilise la violence, des choses comme ça, ce n'est pas un homme. Moi, je considère pas du tout ça comme un homme et je ne vois même pas en quoi je comprends que c'est particulier, mais pour moi, c'est une déviance. Mais c'est pas un trait masculin, hein, de toute manière, se laisser submerger par ses émotions, entrer dans des dissonances. Et oui, mais tu vois, en tant qu'âme, Rudy, tu t'incarnes dans un corps d'homme, donc tu es venu faire l'expérience d'avoir plus de force que la moitié de l'humanité, physiquement, en tout cas, en majorité. D'avoir plus, tu sais, la testostérone, elle te donne énormément de caractéristiques. Tu es venu faire l'expérience de ça. Donc, tu es venu apprendre d'abord à juste en faire l'expérience brute, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, et après à faire maturer tout ça et à te rendre compte qu'il faut pondérer et égaliser et arriver à une sorte de milieu pour avoir cette chose en toi, mais ne pas en abuser. Et les femmes sont venues faire l'expérience, par exemple, des oestrogènes, avec tout ce que ça crée, tout ce que ça comporte, tout ce que ça implique, et à ne pas en abuser et à ne pas rentrer dans les travers. Oui, et puis les qualités féminines sont impressionnantes. L'accès au monde subtil, un peu plus facilité quelque part, une meilleure intuition, une capacité à comprendre, à avoir une meilleure compréhension, plus d'empathie. Et puis, bien entendu, ces hommes dont tu parles, c'est insupportable de voir des hommes qui se prétendent supérieurs, on parle d'un complexe là. Et effectivement, toujours de cette même volonté de domination, de supplanter le sexe opposé en disant nous on est plus fort, sans nous vous n'auriez rien pu faire. On a souvent l'argument du tout ce qu'il y a de construit autour de toi, tout ce que tu utilises au quotidien, c'est fait par un homme. Ok, quand bien même c'est vrai. Je ne me suis pas penché sur ces statistiques-là, mais il est probable qu'effectivement le matériel, la matérialité soit principalement effectuée de la main de l'homme, avec un petit h. Est-ce que pour autant ça nous permet d'avoir cette posture de supériorité ? Non, je ne suis pas d'accord là-dessus non plus. Ce que je veux par contre, c'est remettre l'église au milieu du village en disant qu'il y a une certaine hypocrisie lorsqu'on parle des relations hommes-femmes, des relations amoureuses, de l'attractivité aussi en quelque sorte, cette fameuse accessibilité au sexe opposé. Tu sais, je vais souvent en Égypte parce que je fais des voyages initiatiques et j'ai des amis en Égypte et puis plusieurs hommes m'ont raconté. Parce qu'en Égypte, quand tu es un homme, tu parles avec des hommes. Tu n'as pas accès aux femmes, tu ne parles pas aux femmes, c'est très très rare. Et plusieurs hommes m'ont raconté qu'ils souffraient énormément dans leurs relations amoureuses à cause de la construction sociale de leur pays. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays du Maghreb, je ne sais pas si c'est arabe, musulman ou c'est égyptien, je ne sais pas du tout. Mais ils m'ont raconté que donc là-bas, tu n'as jamais aucune relation avant le mariage. Ça veut dire c'est inexistant. Jamais même tu es seul avec une femme pour parler. Enfin, ils sont très très séparés. Et pour se marier, il faut nécessairement avoir un appart, une voiture. Et en fait, les beaux-parents, les parents de ta future femme, exigent sans arrêt plus. Ils demandent combien tu as d'argent, combien tu as de... Tu vois, ouais. Voilà, c'est une forme de dot, si tu veux, parce que pour laisser leur fille un homme, eh ben, il faut que la fille soit... la femme rentre dans une maison avec une sécurité, avec un confort et tout ça. Et donc, il y a une sorte de marchandage un petit peu et ça se transforme avec le temps et ça devient très souffrant pour eux parce que, du coup, ils me disaient, tu vois, tous les hommes que tu vois dans la rue qui n'ont pas 40 ans, parce qu'aujourd'hui, avec la situation économique, c'est comme ça, mais en fait, ils sont seuls
et ils n'ont aucun contact avec une femme, jamais. Ils vivent dans la solitude totale. Et tu vois, ça pose plusieurs problèmes. On parlait de détresse sexuelle, je te laisse même pas imaginer. Tu vas au Caire, tu as, je sais pas, 40 millions d'habitants là-dedans, c'est Un épouvantable. pourcentage de viol donc décuplé aussi, j'imagine. Ça, j'ai pas vérifié, mais déjà, tu imagines la vie intérieure de ces hommes jeunes. Ils sont à l'âge où biologiquement, ils sont en pleine capacité de se reproduire, de fonder des foyers et tout. Et après, ils vont se marier finalement à 40 balais, ils vont peut-être réussir, mais quelle va être leur habileté relationnelle? Ils n'ont jamais construit de relation, ils n'ont jamais vraiment discuté à part avec leur mère et leur sœur. Tu vois, comment ils vont pouvoir faire un couple fonctionnel? Et les Égyptiens me racontaient que beaucoup de couples vivent un vrai drame. C'est qu'une fois qu'ils sont mariés, la femme a été tellement élevée dans l'idée qu'elle allait être la reine, comme on disait tout à l'heure, de son royaume, et que son mari serait pas le roi, mais il serait le pourvoyeur, qu'en fait la femme utilise son corps comme un instrument sans arrêt de négociation. Et donc beaucoup d'hommes ne sont même pas plus heureux une fois qu'ils sont mariés, parce qu'en fait ils entrent dans ce petit jeu permanent que soit tu as accès au lit de ta femme, soit tu n'y as pas accès parce que elle est insatisfaite pour telle ou telle raison. Et là-bas, ça a l'air d'être un vrai problème de société. Tu as cet enchaînement terrible qui fait que moi, on m'a dit que beaucoup m'ont dit on connaît aucun couple heureux et épanoui. Alors j'imagine qu'il y en a un. Mais en tout cas, c'est, tu vois, comment la société peut nous rendre dysfonctionnels. Donc tu te dis, si on est des âmes en train de faire une expérience d'incarnation, eh ben, je suis venu vivre, par exemple, je m'incarne en Égypte, je suis venu faire l'expérience de l'incarnation comme ça. Qu'est-ce que je peux tirer, moi, en tant qu'âme d'enseignement, de sagesse, pour mon chemin d'évolution de conscience? Je dois intégrer tout ça, je dois le prendre, et je dois méditer et aller un petit peu plus loin que les standards que la société m'a donnés. Mais je trouve qu'on s'éloigne un petit peu. Enfin, j'entends pas beaucoup d'amour, en fait, dans ce qu'on est en train de dire là. Et dans ce qu'on est en train de constater au niveau sociétal, dire, mais il est passé où l'amour là-dedans? Il est passé où cette alchimie, ce désir de rencontre, de construction, d'aller au-delà des défis de la vie? C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que c'est culturel, familial? Je sais pas, mais pour moi, il y a la notion encore très romantique de l'amour va dépasser tous les combats, toutes les limites. Et le job, le but, c'est quand même de traverser le temps et de vieillir ensemble. Donc, on vive différentes étapes, les enfants, et puis les enfants qui quittent le foyer, et puis les aléas de la vie, des pertes d'emploi, des maladies. Mais je te rejoins, Tamara, ensemble. Je te rejoins, j'ai le même idéal, on a la même utopie. Hein. Mais les hommes, on a cette utopie-là aussi. On est dans cette idéalisme. Et du coup, c'est passé où? Parce que ça veut dire que si dès qu'il y a un petit souci, on arrête tout. C'est à Hollywood, pour le moment. Non, c'est une construction. Dans la réalité de certaines personnes, bien entendu, on l'a tous vécu plus ou moins, et je souhaite à toutes et tous de le vivre davantage, bien entendu. Ouais, mais regarde, Rudy, tu parles d'Hollywood, c'est intéressant parce que dans le fond, toutes les histoires qu'on peut raconter qui peuvent nous accrocher, nous passionner parce qu'on a envie de savoir la suite, c'est pas du tout des histoires d'amour plan-plan avec un couple qui est marié depuis 25 ans puis il se passe rien. C'est toujours le challenge, c'est toujours l'épreuve. Comme tu disais, Tamara, voilà, il y a le chômage, la maladie, tu vois, il faut traverser des épreuves, il faut se serrer les coudes, dépasser les obstacles. C'est ça qui va nous intéresser. C'est lorsque l'amour est menacé, lorsque ses fondations tremblent pour savoir est-ce que le ciment qui unit ces deux êtres va être assez fort. Et moi, j'aime beaucoup Pythagore parce qu'il a mis l'amitié un petit peu comme un pinacle, vraiment comme quelque chose de supérieur, en disant que l'univers était fait de deux forces, l'amitié ou l'amour et la haine, tu vois, l'éloignement, et que c'est deux forces universelles. Et pour moi, amour et amitié sont quand même très très proches. Et moi, je serais tenté de dire que dans un couple, je conseille d'avoir ces deux énergies conscientes. C'est-à-dire que si on veut tout étiqueter d'amour parce que c'est à l'intérieur d'une relation de couple, je pense qu'on se trompe parce qu'il y a beaucoup de domaines dans un couple où on est des amis. Il y a aussi des domaines où on est des partenaires d'intérêt. Tu vois, il y a comme plusieurs étages, plusieurs endroits. Et il y a des endroits qui sont de l'amour. Et donc, où est-ce qu'on met l'amour? Mais je pense qu'il a sa part. Simplement, pour avoir sa part, il faut déjà que l'amitié soit solide, parce que l'amour, c'est encore plus profond, je pense, que l'amitié. Et moi, je vois des couples autour de moi, et parfois, je me dis, mais ils sont même pas vraiment des amis. Tu vois, il y a même pas cette sincérité, tu vois, de traverser des épreuves, parce qu'avec des amis aussi, tu dépasses tout. Tu vois, tu as une fiabilité, tu as une confiance. Et donc, l'amour, c'est encore plus. Et je trouve qu'un couple devrait avoir beaucoup d'amitié réelle et apprendre et cultiver une amitié. Et
saupoudrer et pimenter et mettre des paillettes et des étincelles d'amour par-dessus. Et est-ce que on peut avoir de l'amour sans désir? De l'amour amoureux, j'entends. Est-ce qu'on peut être amoureux sans désir? Est-ce qu'on peut avoir de l'amour sans désir? Et le désir, c'est quelque chose du corps. Après que l'expérience aille plus loin et touche d'autres endroits de ton être, c'est un fait, mais c'est le corps qui initie le désir. Donc, je pense qu'il peut y avoir des relations dans lesquelles le corps est laissé un peu à l'écart. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu câblés comme ça à l'intérieur. Ils sont un peu faits comme ça. Oui, parce qu'on parle de fusion, de sexualité sacrée, in fine. Oui, je veux qu'on puisse quand même remettre aussi un petit peu les points sur les i et les barres sur les t. Quand on parle d'amitié entre un homme et une femme, d'aucuns diraient que ça n'existe pas d'ailleurs. Il faudrait qu'on puisse développer là-dessus. Qu'il y a toujours une intention sous-jacente par rapport à l'homme vis-à-vis de la femme. Toi, tu viens nous dire que c'est prépondérant et inhérent à une vraie relation amoureuse avec un grand A entre un homme et une femme. Ben, c'est que, alors, aujourd'hui, on est dans une culture où on doit pouvoir avoir des amitiés féminines et masculines, sans aucun sous-entendu. C'est une norme sociale. Et donc, moi, je n'y crois pas parce que je ne crois pas aux normes. Et je pense qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout capables d'être amis avec une femme. Et je pense que dès qu'ils auront une opportunité, ils voudront aller plus loin. Il y en a qui sont comme ça. Merci et je pour vois ta pas du tout où est le sincérité, problème. Guilhem. Oui, justement. Je trouve que c'est Tamara une n'est pas d'accord hypocrisie. encore. Je vois son visage. Non, mais attends. je dis certains. Et je C'est vois parce pas que je vis. pourquoi. C'est pas une histoire d'être d'accord ou pas. C'est que dans ma réalité, ça fait des années que j'ai des amis hommes qui sont en couple, qui sont heureux, amoureux, qui attendent pas qu'une chose, c'est de me sauter dessus dès que je serai célibataire. On est amis, Oui. Tamara, jusqu'à preuve du contraire. Et ben justement, est-ce qu'on en parle en public on est aussi la preuve, toi et moi, que non, tout va bien, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça veut dire que j'apporte des arguments auxquels je ne crois pas forcément. Donc voilà, ne me mettez pas sur le bûcher, s'il vous plaît, à la fin de l'émission. Oui, mais moi je pense que tout le monde n'est pas pareil et qu'il ne faut pas faire de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez avec certains hommes, une norme, et que les autres seraient obligés de faire la même chose. Parce qu'il y a des hommes qui ne vont pas comprendre que pour toi, il n'y a pas de sous-entendu, c'est juste de l'amitié. Ils peuvent le comprendre par politesse, mais en fait, ils vont, tu vois. Donc, c'est juste ça que je dis, c'est qu'il ne faut pas mettre d'obligation et créer des normes parce qu'on va créer des frustrations, on va créer des malaises, on va diminuer l'estime de soi de certains êtres qui vont s'estimer comme pervers ou malhonnêtes parce que eux ne peuvent pas être simplement amis. Et donc, il faut savoir qu'on est tous différents et que oui, il y a des hommes et des femmes qui vont pouvoir faire un peu semblant socialement parce que c'est la norme aujourd'hui, mais en fait, très rapidement, ça va déraper. Il y aura des malentendus, des reproches et tout ça. Je pense que, alors après, je pense qu'on est tous différents et qu'il y a toute une gradation. Mais je voudrais dire aussi un truc important, c'est que je ne vois pas pourquoi l'acte sexuel serait le sceau de l'amour. Tu vois, c'est important parce qu'on dit on peut être amis et puis finalement, en fait, toi, tu n'arrives pas à être ami juste avec une femme, tu veux aller plus loin. Mais est-ce que coucher ensemble, c'est le marqueur d'un amour ou d'un désir? Tu vois, je vais te prendre un exemple que j'ai connu. J'avais un de mes patients quand je pratiquais la naturopathie. Sa femme était handicapée, paraplégique suite à un accident de voiture. Et donc, ils avaient des relations sexuelles, mais elle avait aucune sensation. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Et lui, s'il avait envie d'aller avec une femme pour avoir des relations sexuelles avec une femme qui avait des sensations, est-ce qu'il était encore amoureux? Tu comprends? C'est pour ça que je trouve qu'il faut complètement ouvrir le champ des possibles, sans forcément créer de standards, mais accueillir plusieurs façons de faire. Moi, je veux croire, et je vais te dire, quand tu as un couple depuis longtemps, c'est une évolution naturelle, je veux croire que à un certain âge, l'amour sexuel perd sa présence, son intensité, sa vivacité. Pourtant, une amitié profonde, amoureuse, elle est là depuis 40, 50, 60 ans. Donc, est-ce qu'un couple qui est ensemble toute sa vie mais qui n'a plus de relation sexuelle, est-ce qu'ils sont encore amoureux? C'est une grande question. Hein. Bah oui, sans épanouissement sexuel, est-ce que ça peut perdurer? Très grande question. Oui, mais justement, le problème aujourd'hui, je trouve, en tout cas un des problèmes, Rudy, c'est qu'on n'a plus avec nous des grands-parents et des arrière-grands-parents qui sont là pour témoigner de leur expérience. Pas forcément positive, expérience négative, mais là, on parle entre nous que
de gens qui n'ont pas fondé de famille, qui sont pas forcément en couple Très depuis 25 spéculatif, ans. ouais, mais on a perdu ces schémas, Guilhem, on les perd. Oui, du coup, on est comme des gamins un peu amnésiques et on n'a pas de grands frères, grandes sœurs ou de parents et on est entre nous en train d'essayer d'inventer le monde. Et je trouve ça dommage. Je trouve que c'est bien d'avoir tous les panels. Bon, après, encore une fois, moi, c'est une croyance personnelle. Là, pour le coup, je la valide. Sans épanouissement sexuel de ma compagne, j'aurais toujours une sorte d'appréhension du fait qu'elle aille voir ailleurs éventuellement pour pallier à ce manque. Oui, mais parce que tu as l'âge que tu as, que tu vas chercher un certain type de compagne qui inclut de manière assez centrale la relation sexuelle comme une façon de se cimenter et de communier. Ça, c'est ta façon de créer des relations. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un qui fonctionne un peu comme toi. Et donc, dans ta réalité de ce que tu vis, je suis absolument d'accord avec toi. Mais il y a des couples qui se constituent sur d'autres bases et qui fonctionnent différemment. Il me semble que j'avais lu une statistique qui disait que 2 à 3% des gens avaient quasiment aucune libido, naturellement. Par exemple. Et puis, quid aussi de ces couples pour qui l'amour n'est pas forcément égal à de la possession. Et donc à une notion de fidélité due, et que s'il y a plus de fidélité, du coup on ne s'aime plus et on se sépare. Effectivement, il y a tout un panel. L'amour, c'est un arc-en-ciel. Il y a plein de couleurs différentes. L'essentiel, c'est, il me semble, d'être authentique avec soi, effectivement, et de savoir être transparent dans ce que l'on attend de l'autre. Rudy, tu donnais l'exemple d'une partenaire féminine qui, si elle n'est pas comblée, j'aurais peur qu'elle aille chercher ailleurs. Ben oui, mais qu'est-ce qui la comble? C'est peut-être pas le rapport physique. Mais là, tu parles de monogamie, de polygamie, de relations libres. Hein. C'est une grande tendance aussi qui revient au devant de la scène, notamment la jeunesse l'appréhende de plus en plus. Moi, je pense qu'il y a une sorte de perdition là-dedans aussi. Après, j'ai des valeurs assez traditionnelles qui m'appartiennent et je veux bien entendre les opinions divergentes. Effectivement, certaines personnes n'entrevoient pas une exclusivité dans la relation et n'ont aucun souci avec le fait que leur partenaire aille voir ailleurs. Tu vois, Rudy, c'est ce que dit Tamara, c'est que je trouve important que chacun de nous, on puisse se poser la question en conscience de se dire, c'est quoi pour moi l'amour? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'apporter un sentiment de fulfillment? Tu vois, un anglicisme là, attention. Oui, d'épanouissement. Voilà, tu vois, d'être rempli. Et il y en a, et je trouve que c'est là qu'il faut être très ouvert d'esprit. Tu vois, il y en a, c'est d'avoir quelqu'un qui a un boulot stable, qui a un revenu stable, qui va m'apporter une sorte de conformité sociale. Où est le problème? J'ai le droit d'avoir ce besoin, et pour moi, c'est une preuve d'amour qu'une personne comme ça me donne ce privilège et comble mes manques. Et je n'ai pas d'autres besoins, j'ai pas d'autres manques. Où il y en a un, ça va être l'exclusivité sexuelle et effectivement de combler sa partenaire, son partenaire, parce que pour lui, pour elle, c'est une preuve d'amour centrale, fondatrice de toute relation vraie, authentique. Donc, l'échange et la satisfaction sexuelle mutuelle va devenir une expérience centrale dans leur relation et la constitution, tu vois, la fabrication de leur relation. C'est pour ça que je trouve qu'il faut être super large. Je trouve qu'il faut vraiment pas... Et du coup, il faut se connaître nous-mêmes et savoir, toi, qu'est-ce que tu veux comme genre de relation? Qu'est-ce qui t'apporte la plus grande satisfaction? Et du coup, de chercher une partenaire qui peut bien fonctionner sur ce mode-là. Et de ne pas mettre au milieu, comme on disait tout à l'heure, des facteurs qui peuvent être philosophiques, de croyances et tout ça, et qui parfois mettent le bazar plus qu'autre chose, quoi. Alors, là, on va faire un bond et avancer dans le sujet. À un moment, ça nous tombe dessus. On a toutes sortes de critères, hein, toutes sortes effectivement de cadres dont on a parlé jusqu'ici. Et tout ça est outrepassé par une rencontre, par des synchronicités, par un sentiment inédit qu'on n'a jamais ressenti auparavant, par une connexion, un lien, une alchimie extraordinaire, j'ai envie de dire. Et là, on se demande si on n'est pas nez à nez avec notre âme sœur. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Beaucoup de gens ont dû te solliciter sur cette thématique. Tu en as parlé. Je voudrais que tu reviennes sur ce sujet. Écoute, pour rencontrer une âme sœur et l'identifier, il faut que tu saches et il faut que tu aies clairement identifié en toi-même et que tu puisses percevoir ton âme à toi. Quelle est ton âme? Elle est où? Est-ce que tu es avec ton âme tout le temps? Est-ce que tu vois, c'est quoi ton âme? Et définir qu'est-ce que tu perçois exactement. En sachant que âme, ça vient du latin anima, ça veut dire ce qui t'anime. Et donc moi, ma théorie et mon expérience intérieure, c'est que nous sommes animés de plusieurs façons. Nous sommes animés par des croyances et des pensées, nous sommes animés par des émotions, nous sommes animés par des désirs, des envies, nous sommes animés par l'extérieur. Des fois, nous sommes contraints, nous avons des contraintes physiques,
Nous sommes animés par des impulsions, par une musique. Tu vois, on peut être animé par beaucoup de choses. Du coup, où est mon âme là-dedans? Est-ce que mon âme, vraiment, c'est elle qui me fait me brosser les dents le matin, pointer au job à 9 heures, tu vois? Est-ce que c'est mon âme qui m'a inspiré telle personne ou est-ce que c'est un désir que j'avais s'est transformé en émotion et je me suis dit, ah, c'est une rencontre. Moi, j'aime bien l'idée que nous avons une âme immortelle et éternelle parce que là encore, ça te fait prendre un petit peu de hauteur et justement, tout ce que tu vis, tout ce qui vient vers toi, qui pourrait venir de ton âme, de te dire, est-ce que c'est éternel et immortel? Tu vois? Je ressens de la jalousie, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens une envie, un projet, une aspiration. Est-ce que c'est éternel ou est-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça sera passé? Et donc, si tu penses que tu as rencontré, ton âme sœur, si c'est ton âme, d'essayer de prendre l'immortalité, l'éternité comme critère de référence pour évaluer la situation. Eh bien, là-dessus, j'ai entendu beaucoup de sons de cloche, des gens qui m'ont dit: «J'ai rencontré mon âme sœur dans un stage de développement personnel, spirituel, peu importe». Donc si tu veux, c'est un truc d'affinité parce que, je sais pas moi, si tu es chasseur et puis à une partie de chasse, tu rencontres quelqu'un, un homme, une femme, tu te dis: «Bon, bah, c'est une personne avec qui j'ai des affinités». Tu vois? C'est des affinités de goût, tout ça. Donc là, en stage, tu rencontres une personne et puis je revois le même homme, je sais pas moi, 6 mois, 1 an plus tard, je lui dis: «Bah, alors cette rencontre tellement incroyable, tellement profonde et tout». Il m'a dit: «Ah, bah, non, finalement, on s'est dit que oui, on était des âmes sœurs, mais que dans cette vie, finalement, on n'était pas fait pour se rencontrer, vivre ensemble, on va se retrouver dans la prochaine». Après avoir bien sûr consommé, en long, en large et en travers, la première impression d'être des âmes sœurs. Hmm. Et donc je me suis dit, ça peut aussi être utilisé comme un espèce d'argument pour parler d'une sensation intérieure. Et je crois qu'on a des fois des interpénétrations de nos corps subtils, énergétiques, par affinité, on a des feelings très forts, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut aller chercher deux mots aussi profonds et puissants que âme. Moi, j'aimerais bien garder le mot âme pour des choses plus éternelles, tu vois. Mon chemin d'âme de vie en vie. Donc, je finis. Si tu rencontres une personne, tu rencontres une femme Rudy et tu te dis c'est mon âme sœur, eh bien, forcément, tu vas vivre avec elle et tu serais avec elle depuis 20 ans. Ou si tu l'as rencontrée hier, tu vas être avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Parce que c'est aussi profond que ça, une rencontre d'âme, tu vois. Donc, pour moi, ça serait un critère à utiliser, la profondeur et la durée de la relation. On est forcément sur une relation naissante vouée à durer des décennies. Ah ben, si on parle d'âme. Oui. Par contre, on peut tout à fait rencontrer des âmes avec lesquelles on a déjà des liens et des affinités, avec lesquelles qu'on croise régulièrement de vie en vie. À ce moment-là, il ne faut pas parler d'âme sœur comme s'il y en avait une. Nous avons des âmes amies et on se croise, on fait des expériences ensemble. Des fois, on est père, mère, cousin, voisin, collègue de travail. Voilà, on se croise et puis c'est tout le tissage de la vie qui est tellement beau et magnifique. On n'est pas forcément obligé d'aller chercher un truc exclusif et romantique. Peut-être que les hommes ont besoin de faire ça pour essayer de faire croire aux femmes que ça va durer tout le temps et que donc elle peut céder à ces injonctions d'aller plus loin. Quid des flammes jumelles ? Pour le coup, on en a parlé avec Tamara, ça lui tient à cœur cette thématique. J'ai plus de distance par rapport au sujet. Alors, est-ce que Tamara pourrait m'expliquer en quelques secondes ce que c'est? Parce que souvent on me pose des questions et à chaque fois j'ai l'impression de répondre à côté. Ouais, alors toute modestie, de ce que j'en ai compris, en tout cas, la particularité de ce lien, c'est que c'est pas un lien, c'est un état d'être, une âme qui est scindée, qui vient faire l'expérience d'une expérience terrestre, une ou plusieurs vies terrestres, en étant scindée dans ses polarités. Donc, ça nous donne quand même des humains complets avec énergie, polarité féminine, polarité masculine, mais avec une seule et même âme qui vient faire cette expérience de complétude. Ça peut prendre plusieurs vies, et dans la polarité féminine et dans la polarité masculine. Pourquoi pas? Moi, je ne vois rien contre. Dans ma connaissance théorique des lois, des choses spirituelles, je me dis pourquoi pas. Mais j'aurais envie de te dire, et alors? Concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça change dans ta façon d'appréhender la vie au jour le jour? Parce que tu vois, l'homme avec qui tu vis en ce moment, Tamara, peut-être que c'est l'autre moitié de toi-même. Qu'est-ce que tu ferais? Non, pas du tout. Non. Enfin, en l'occurrence, là, si on prend cet exemple-là, non, je vis pas du tout avec un jumeau. Oui, mais qu'est-ce que tu ferais de plus? Je veux dire, qu'est-ce que tu changeras ton comportement? Est-ce que tu serais plus... Tu comprends? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'après, la théorie, ben, pourquoi pas? Alors, mettons, ma femme, c'est mon âme jumelle, voilà. Mais et alors, qu'est-ce que on traverse des défis, on vient vivre des réalités différentes.
Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir, peut-être tu as la réponse, c'est Mmh. si nous sommes chacun la moitié de la même âme, est-ce que ça veut dire que dans cette incarnation, avec nos particularités de personnalité mortelle, tu vois, d'un ego incarné, est-ce qu'on peut être différent ou est-ce que des flammes jumelles sont nécessairement très, très, très semblables et fusionnelles? Mais écoute, je pense que chacun pourra avoir une réponse de ce que moi je peux t'apporter dans mon expérience ou dans mes études ou ma vie privée. Non, ça veut pas dire ça du tout. C'est une galère. C'est pas du tout le chemin romantique et la fusion et du coup on est tout pareil comme des miroirs. Mais tu vois un peu comme des faux jumeaux filles et garçons. Non, pas du tout. Plutôt le principe du yin et du yang. Donc tout ce qui est en excès chez l'un va être en manquant chez l'autre et inversement. Et donc quand tu rencontres cet être-là, ça te montre encore tous tes cacas, tout ce que t'as pas travaillé, tout ce que tu rejettes fort chez l'autre, tu regardes dedans, bah, t'as pareil, mais en peut-être moins exprimé, tu vois. Donc, si t'as, je sais pas, en face de toi, quelqu'un qui va être beaucoup dans la spiritualité, bah, l'autre en face va être beaucoup dans la matière, tu vois. Et donc, c'est tout un travail de cette âme à trouver une forme d'équilibre. Et tant que cet équilibre n'est pas vibré, expérimenté dans la matière, ces deux êtres ne peuvent absolument pas être rapprochés. D'où l'appellation, justement, de flammes jumelles. Ça s'attire autant que ça se rejette. Ça se rejette surtout beaucoup, 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 beaucoup. Comme étant un miroir de ce que tu rejettes chez toi aussi. Ouais, mais donc du coup, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, Alors ça, faudrait bien demander à l'âme qui a choisi ce parcours. Hein. J'ai non, bien non, mais de je lui veux poser dire, la question aussi. ok. Bah écoute, je j'ai pas d'avis. Je pense qu'on a autant de relations que. Moi, je trouve que c'est comme un, en tout cas, de là où j'en suis, c'est comme un élément qui se rajoute, un élément de diagnostic, tu vois, de compréhension. Mais je vois pas où je l'utiliserai dans ma vie. Et peut-être qu'il y en a qui l'utilisent avec beaucoup tu vois, de raison. Mais moi, je sais pas, je comprends pas à quoi. Qu'est-ce que Je je vais crois pas faire que de ce cette soit un information? choix. Ouais, je crois pas que ce soit un choix. De toute façon, on peut pas choisir vraiment ce truc-là. Là, c'est justement, si c'est tout ça est réel, c'est un état d'être, donc de l'âme avant son incarnation. Et si j'ai cru comprendre quand même, c'est une histoire justement d'épurer une fréquence. Et c'est en lien justement avec le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, une âme qui se donne ce challenge au fil de plusieurs incarnations en séparant en deux polarités, d'épouser, d'expérimenter, de vibrer le féminin dans son expression la plus sacrée et le masculin dans son expression la plus sacrée. Donc, tu vois qu'on touche quand même rapidement à des espèces de trucs impalpables, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Je trouve que après, ça devient un petit peu délicat parce que moi, je préfère qu'on maîtrise bien les concepts de base, l'âme, tout ça, le soi, le moi, l'ego, tout ça. Euh, mais pas seulement intellectuellement, tu vois, qu'on se perçoive en tant que âme. Est-ce que je suis animé par mon âme? Est-ce que je suis animé par un égrégore? Tu sais, on a déjà tellement de débroussaillage à faire que ça me semble d'une subtilité quand même assez lointaine. Peut-être que ceux qui nous écoutent vivent avec et s'en servent tout le temps, mais je connais pas trop vraiment. On a beaucoup de femmes notamment qui nous ont interpellés par rapport à cette thématique, qui nous envoient des mails et qui sont très investies sur ce sujet-là. Ouais, mais moi, je les interrogerai sur l'efficacité de ces informations et de faire attention à ce que ça ne se transforme pas en miroir aux alouettes qui t'occupe mentalement, intellectuellement pour parler d'amour et que les années passent et que finalement, tu arrives quelques années plus tard et tu es toujours aussi seul. Alors, en quelques mots, l'amour sacré, il commence où? Vous avez 2 heures, Guy. Avec notre maman, quand on sort de son ventre. Ah, c'est bien ça. C'est Ben, clair, c'est c'est net, c'est con. C'est net. Boum. Ouais. Ouais. Et justement, si tu veux, quand ça s'enclenche pas là, eh bien, on a beaucoup de problèmes par ailleurs. On vit des distorsions après, par la suite. Voilà, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec la mère-terre, avec la nature, avec la réalité, parce que je trouve qu'en se rapprochant de la nature, on peut réparer, guérir, disons, beaucoup, beaucoup de dysfonctionnements qui viennent de ces liens fondateurs avec notre papa et notre maman, et qui ont été souvent endommagés, pollués, tout ça. Et on peut pas réparer tout. Il y a des choses qui sont structurelles et qui ont été faites comme ça, mais on peut vraiment apprendre à vivre avec et aller de l'avant. Parce que tant qu'on a ces choses-là, vous voyez par exemple dans le nombril, si tu regardes au niveau du nombril, il y a une espèce de chakra, il y a un corps énergétique qui est là et qui en fait très très souvent chez la plupart des personnes est énormément endommagé et il est plein de déchets, de détritus. Et en réalité, le nombril est très important parce que il est notre lien avec tout, avec la nourriture, avec le ciel, la terre, avec l'autre, tous les autres. Et donc, quand on parle de relations, souvent, on va s'adresser au cœur, oui, dans mon cœur, machin, puis notre psychologie. En fait, on a même des corps énergétiques très, très proches du corps, très palpables, qui sont dysfonctionnels et qui vont nous empêcher
de nous connecter à l'autre d'une façon saine parce qu'il va y avoir de pollution, des deux côtés, vice-versa. Donc, on a tout un travail à faire pour aller vers l'amour sacré qui commence par des choses extrêmement simples et extrêmement basiques. Et je conseillerais, par exemple, à ceux qui nous écoutent, d'apprendre à être amoureux de la nature, d'apprendre à être amoureux des animaux, d'apprendre à être amoureux de la nourriture et de développer une sensibilité amoureuse avec les choses fondatrices de la vie, avec la respiration. Parce que tu vois, comment tu pourrais avoir une relation saine et fonctionnelle avec un être aussi complexe qu'un être humain, parce que c'est de ça dont on parle, hein. C'est un autre être humain en face de nous qui est super complexe, alors qu'on peut même pas avoir une relation saine avec une fleur, un arbre, quelque chose qu'on mange, tu vois. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher vraiment. Là, je vous parle de choses très concrètes. Le sentiment, tu vois, le ressenti, la sensation. C'est pour ça que j'adore Épicure, par exemple. Tu vois, il parlait de ça, Épicure, être épicurien, tu vois, la jouissance terrestre. Et il enseignait à ses élèves à, par exemple, jouir d'une pomme. Et tu vois, d'avoir une sensation de plaisir, parce qu'une pomme, c'est un autre être que toi qui se donne à toi. Est-ce que tu manges une pomme avec respect? Est-ce que tu vas manger ton homme, ta femme, avec respect? Parce que dans l'amour, il y a un côté de consommation aussi, tu vois, de possession, d'expérience de l'autre. On fait l'expérience de quelqu'un d'autre, physiquement dans le sexe, mais même au quotidien. La présence, sa présence est nécessaire et elle s'interpénètre, nos présences. On se nourrit les uns des autres de la présence de l'autre, tu vois. Eh bien, est-ce que tu es capable d'avoir du respect, de la gratitude et de laisser un arbre entrer à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton espace intérieur, et de l'aimer, de le respecter, toi et lui, comme étant deux, un seul à l'intérieur de toi? Eh bien, ça, c'est des choses qu'on fait normalement quand on est tout enfant. Les petits enfants, ils font ça, ils jouent avec des cailloux, ils jouent avec de l'eau, ils jouent avec un chien, ils jouent entre eux, ils jouent avec la terre. Et en fait, ils font l'expérience de la jouissance, de l'expérience de la vie et du contact avec l'autre. Et plus tu vas laisser un enfant se développer comme ça, plus il va être un bon amant, une bonne amante. Il va avoir une capacité à faire des expériences sexuelles beaucoup plus satisfaisantes parce que il va savoir être avec l'autre. Et c'est ce qu'on apprend normalement avec notre maman dès qu'on sort d'elle, dès qu'on n'est plus un seul être. Et pour moi, c'est ça l'amour sacré. Oui, c'est pas que sexuel, c'est sensuel aussi. Là, ce que tu dis, c'est vraiment ouvrir à tous les perceptions. Non, mais s'il y a que le sexe, Tamara, on a un film porno et puis on a un robot. Enfin, je veux dire, non, mais c'est l'élevage industriel. C'est ce vers quoi on va, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est terrible. Hein. Et ça, c'est hors de question, non. Et alors, évidemment que je dois te poser cette question. Quel est le lien entre une relation amoureuse saine et l'amour de soi? Comment ça se fait qu'on nous renvoie beaucoup comme ça? J'allais poser la même question. Ah, c'est vrai? On est raccord. On est synchro. Quel est le lien? Pourquoi c'est pas possible autrement? Tu vois, on va te la poser peut-être différemment. Comment ça se fait que si je connais pas qui je suis, si je peux pas respecter qui je suis, si je n'aime pas qui je suis, pourquoi est-ce que je peux pas aimer quelqu'un d'autre? Comment ça se fait ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour... On peut faire semblant ou feindre d'aimer quelqu'un d'autre, mais si on s'aime pas soi-même, c'est vrai que l'authenticité... Alors, il faudrait peut-être nuancer en disant, est-ce qu'on parle de ne pas s'aimer soi-même de façon active, c'est-à-dire de se rejeter, de se détester, ou est-ce qu'on parle de ne pas se connaître, de ne pas savoir ce qu'on est, qui on est? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un lien entre les deux? Des fois, il y a différentes situations où tu es dans des relations dysfonctionnelles et ça marche pas parce qu'en fait, tu ne te connais pas, donc tu n'identifies pas tes désirs, tu n'exprimes pas tes désirs et tes besoins clairement. Donc l'autre, bien sûr, forcément, ne peut pas les satisfaire, ne peut pas participer à ta vie. Mais il y a aussi le cas, bien sûr, où tu te détestes toi-même. Il y a des parties de toi que tu hais et que tu rejettes. Et forcément, ça fait des relations dysfonctionnelles, mais à fond. Moi, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un, et on l'a tous vécu. À des moments donnés, tu vis avec une personne qui a un malaise dans sa vie sur une chose de sa vie, et ça finit par envahir la relation, et ça déforme son comportement, et ça t'impacte toi, alors même que tu n'as rien à voir avec cette chose-là. On l'a tous vécu. On appelle ça les hauts et les bas de la vie, les difficultés. Tu vois, ton copain, ta copine, ton mari, ta femme vit une relation difficile avec son enfant, son job, son père, sa mère. Des fois, à des moments, c'est envahissant. Donc, c'est pour ça, s'aimer, se connaître, pour moi, c'est un petit peu comme la même chose. C'est absolument fondamental parce que nous sommes chacun une pièce de puzzle, et une pièce de puzzle qui ne s'aimerait pas, elle voudrait avoir une autre forme qu'elle a. Comment est-ce qu'elle pourrait trouver un complément et comment l'autre pourrait répondre à ses besoins et être son complément
si elle se déforme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas authentique, elle n'est pas réelle. Ou alors, elle ne se connaît pas, ça veut dire qu'elle ne sait même pas quelle forme elle a, du coup, elle va sans arrêt s'adapter à l'autre, elle va épouser tous ses contours, puisqu'elle ne se connaît pas, et au bout d'un moment, elle va dire, mais finalement, ça ne marche pas avec ce gars, avec cette fille, parce que, ben oui, mais parce qu'en fait, au départ, tu n'as pas eu clairement un positionnement qui permet à l'autre de s'adapter et d'épouser ton contour. Et donc, tu changes de contour. Donc, pour moi, s'aimer, se connaître, c'est avoir une forme, c'est être quelqu'un. Et après, c'est ensemble qu'on chemine et qu'on évolue. C'est ce qui fait qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, eh bien, nos formes ont évolué, mais nous avons évolué ensemble, selon nos capacités, nos besoins, nos envies. Et nous formons toujours une complémentarité. C'est pas une unité, un couple réellement, c'est une complémentarité. Alors on va passer aux questions des co-créateurs. Sina Madani qui demandait « Aujourd'hui la robotique arrive pour tous ces gens en mal d'amour. Savent-ils que l'amour n'est pas un processus chimique mais une relation d'âme à âme ?» Êtes-vous d'accord ? J'imagine que oui, c'est une question rhétorique. C'est une catastrophe qui arrive, si tu veux, mais c'est global. C'est qu'aujourd'hui on mange de la fausse nourriture. Et on mange vraiment juste physiquement. J'ai vu qu'il y a de la viande bionique maintenant qui va être faite en Chine. Non, mais de toute façon, on mange de la fausse nourriture sensorielle. C'est-à-dire qu'on regarde un documentaire sur Netflix je sais pas, on est rendu en quoi? 8K, 24K, 64K, voilà, sur des champignons et tout ça. En réalité, dans la même journée, on a fait 0 expérience réelle, sensorielle avec notre corps physique. Donc, en fait, tout est en train de se virtualiser et on est en train d'assoiffer, d'assécher complètement notre être intérieur. Et donc, nous ne ferons plus suffisamment d'expériences réelles de l'incarnation. Nous allons nous incarner, animer un corps et repartir avec quasiment rien de réel. Ça donne pas envie. Non, mais je parle pas pour tout le monde, mais... Non, mais si on regarde le collectif, tu vois, au tout début de l'émission, on disait est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Là, j'aime bien l'image que tu nous donnes et dire tu peux te poser la question, mais sur un paquebot, tu es sur un paquebot, ma grande, donc tu vas là où il va. Ouais. Oui, mais tu vois, ça donne pas envie comme destination. Et oui, mais c'est ça l'importance des collectifs comme à Médecine sur YouTube, comme tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de se parler les uns les autres à distance pour se renforcer dans notre quotidien, tu vois, et augmenter notre concentration, notre focus quotidien sur nos expériences de vie intérieure. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, demain, ils vont y repenser à l'émission, à ce que tu as dit, à ce que j'ai dit, à ce qu'on a dit. Et puis, tu vois, ça nous nourrit intérieurement. On essaie de se nourrir, de s'alimenter ailleurs que dans les médias mainstream et puis les préoccupations des gens en général. Et je pense que progressivement, vraiment, l'humanité est en train de se scinder. Mais c'est juste un chemin d'évolution et on choisit ce qu'on veut vivre. On a Cédric Smash qui disait « Si l'amour avec un grand A est une fréquence d'origine, un champ primordial que l'âme reconnaît avant même de naître, alors pourquoi les relations hommes-femmes semblent-elles si souvent prises dans des filets des blessures, des jeux de pouvoir ou de dépendance ?» Parce que nous ne nous sommes pas incarnés lors de notre date de naissance, parce que l'humanité est une expérience collective qui a commencé il y a longtemps. Nous-mêmes, je pense, nous sommes une conscience en voyage et nous avons effectué déjà pas mal d'escales. Et donc, nous récupérons des choses de nos ancêtres et des choses que nous-mêmes nous avons laissées avant. Et c'est un petit peu comme quand tu arrives dans ton atelier le lundi matin. Peut-être que tu as oublié que c'était ton atelier, ton usine, ton job, ton bureau. Mais pourtant, c'est toi qui as laissé tout en l'état. Et donc, tu récupères quelque chose. Et il faut continuer pour suivre le travail et venir faire... C'est une expérience globale que nous sommes venus faire. Mais la croyance d'aujourd'hui, l'espèce d'état d'esprit moderne voudrait que on débarque. Voilà, je m'incarne, je suis, j'existe et après je m'en vais. Et donc oui, il y a des injustices, des incohérences. Mais je crois qu'il n'y en a aucune. Dernière question, comment l'homme peut-il retrouver son axe vertical libre et non dominateur pour rencontrer la femme ? Eh bien, il faut qu'il s'étudie en train d'avoir des relations sexuelles. Parce que tout ce qu'il demande et tout ce qu'il décrit, c'est en réalité un acte sexuel sain et fonctionnel et épanouissant pour les deux. Et donc, la sexualité peut être un bac à sable, un lieu d'étude, une pratique. Tu sais, il y en a qui font du yoga, du qigong, du tai chi, de la méditation, tout ça. L'expérience sexuelle fait partie de tous les outils que nous avons pour expérimenter la vie et nous observer aussi nous-mêmes. Et donc, si tu regardes un rapport sexuel sain, épanouissant, équilibré, eh bien, pour que ce soit le cas, il faut que l'homme soit exactement dans la situation qu'il décrit. Il doit se tenir dans une verticalité et il doit être dans une complémentarité et il doit être à la fois à l'écoute, il doit à la fois révéler à la femme son propre corps et la femme révèle son propre corps à lui. Il prend conscience de son corps
par la présence de l'autre et il fait prendre à l'autre conscience de son corps par sa présence à lui. Et c'est une complémentarité et c'est inscrit dans l'acte sexuel, est inscrit la façon juste d'être dans une relation de couple avec deux êtres pourtant différents, mais qui peuvent ensemble faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Et pour moi, la magie du couple, elle est entièrement comprise dans une écriture, dans un hiéroglyphe, on pourrait dire, une sorte de schéma symbolique, qui est aussi simple, universel que l'acte sexuel. Si tu devais donner un conseil aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, les hommes et les femmes modernes, pour améliorer leurs relations, quel serait-il? D'arrêter de se concentrer sur soi ou sur l'autre, mais d'essayer de se concentrer sur un projet collectif commun à deux personnes et d'essayer d'être des partenaires pour un projet et que le projet devienne une préoccupation commune. Donc au lieu d'être focusé, concentré sur l'autre ou sur soi, à ce moment-là on reste bloqué dans une sorte de dualité, d'être vraiment tous les deux, de regarder ensemble dans la même direction en se disant en tant qu'adulte fonctionnel, qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour les 3, 4, 5 prochaines années? Quel genre de relation on veut vivre? Et quand on se parle, on ne se parle pas « je te parle pas de toi et tu me parles de moi ». On se parle par rapport à ce qu'on s'est dit, à notre relation, à ce qu'on voudrait vivre, à notre projet commun, la façon dont tu as agi, la façon dont moi j'ai agi, ce que j'ai découvert sur moi-même. Voilà. Entre nous deux, il y a une troisième chose et c'est de ça dont on parle. Ça évite, je trouve, de se lancer des pics et de s'agresser ou de s'auto-flageller, de se culpabiliser trop souvent. Oui, donc ça peut s'appliquer pas que dans la relation de couple, là, ce que tu es en train de nous dire. Donc finalement, dans n'importe quel type de partenariat, de collaboration, de relationnel, de mettre un point central de congruence, en tout cas, qui fait qu'il y a une relation interpersonnelle et de le garder comme étant un cap. J'aime beaucoup cette image du partenariat qui nous invite justement à, en fait, on est dans la même direction, on n'est pas l'un contre l'autre, on n'est pas en opposition. Y a pas... ouais. Oui, parce que sinon, j'ai remarqué que souvent, excuse-moi, les couples se construisent sur un souvenir. À un moment, tu m'as plu, on ne sait plus, tu te souviens d'eux. Et en fait, après, avec le temps, je trouve que ça ne tient pas du tout. Parce qu'on change, on évolue, le souvenir devient lointain, il était tellement lumineux, il devient un détail, ça pâlit avec le temps. Et je trouve que de sans arrêt se ramener à notre projet collectif, ça rend beaucoup plus fonctionnel. Et je trouve que oui, on peut l'appliquer à d'autres, mais c'est quand même exclusivement dans un couple qu'on peut avoir une telle intimité, une telle proximité, une telle intensité de relation qui fait que on va aller, à mon avis, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Merci à vous deux. C'était une émission passionnante. On aurait pu tarder et encore durer quelques heures là-dessus. Je pense qu'on continuera à avoir des intervenants et à nous crêper le chignon, moi et Tamara, sur certaines questions un petit peu du genre. Merci encore à vous deux. Guilhem, à très bientôt. On renvoie les gens sur ton site internet. Vous tapez Guilhem Cahuzac sur Google. Vous aurez toutes les informations par rapport aussi à ta chaîne YouTube et au savoir essénien que tu prodigues au quotidien, tout au moins de manière hebdomadaire sur ta chaîne. www.au-delà.net, la place de marché et non la marketplace. On a bien retenu la leçon. Vous pouvez nous rejoindre en tant que vendeur si vous vendez des prestations telles que des formations, des ateliers, des objets spirituels. On vous laisse aller sur le site pour en savoir un peu plus. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.